Bienvenue dans Long Fleuve Tranquille, un podcast où j'ai décidé de vous présenter des parcours professionnels, sportifs, artistiques, ou tout simplement des passionnés qui ont choisi d'être acteurs de leur vie et pas spectateurs. À travers ces entretiens et le parcours des invités, je souhaite vous faire découvrir des chemins qui pourront peut-être vous inspirer. Ou si avant t'as pas envie, c'est comme les cours, tu sais que tu vas avoir mal et tout. Et puis une fois que t'as fini, mais t'es tellement bien de l'avoir fait. Ouais. C'est vraiment la meilleure sensation du monde une fois que t'as fini. Ouais, c'est vrai. Tu fais le retour au calme, tranquille avec les gens du groupe. Pour les grosses semaines où on fait beaucoup de seuil, je suis à 130, 140. Au moment où le lactate part en flèche, je pense qu'il trouve un peu le seuil comme ça. Après, pour préparer les 10 km, j'ai fait une séance, j'ai fait 7 fois 1000 en 55 à 53. Maintenant, l'avantage, c'est que quand j'ai une douleur ou quoi, je pense que en étant kiné, on sait plus facilement tu t'auto-diagnostiques. Savoir ce qu'on a, si c'est grave, si on peut forcer ou pas. Ça a quand même un avantage, ça. Merci Grégoire d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi. Pour commencer, je vais te demander si tu veux bien de te présenter. Je m'appelle Grégoire, donc je suis kinésithérapeute. Je travaille à Colfontaine comme indépendant. Je fais de la course à pied depuis 12-13 ans maintenant, ici à Dour. J'ai 30 ans, ouais. La course à pied, comment tu en es venu Quand j'étais petit, je faisais de l'athlétisme en fait. Avec ma sœur et mon frère, on a voulu en faire. Puis j'ai arrêté et j'ai fait du tennis à la place. Et vers 16-17 ans, je m'intéressais au triathlon. Donc j'ai commencé à faire de la piscine, du vélo et un peu de course comme ça. On a fait quelques jogging. Et en faisant les jogging, il y a des gens qui m'ont conseillé d'aller dans un club d'athlétisme. Et donc j'étais à Dour et voilà, c'est parti comme ça. Ouais, moi je te connais un peu et je pense que tu viens d'une famille de sportifs parce que j'ai l'impression que tout le monde fait du sport dans ta famille. Non. Mes parents ont toujours voulu qu'on fasse du sport. Ouais. N'importe lequel, on a commencé par du judo et c'est un peu comme moi. On a fait vraiment ce qu'on voulait. Mon papa a toujours été sportif, ouais. Ma maman, elle s'est mise star en même temps que nous en fait. Elle a commencé la course à pied, la piscine en même temps que nous. Et oui, sinon mes frères faisaient du vélo, mes sœurs courent aussi. Donc, Et en tennis, t'en as fait combien de temps ? J'ai fait, 6-7 ans je pense. T'as fait des compétitions J'ai fait les interclubs, ouais. Et t'aimais bien aussi Ouais, j'aimais bien, mais je faisais qu'1 heure par semaine de cours, c'était pas... Ouais. C'est plus compliqué, c'est plus facile la course à pied, on peut plus facilement trouver du temps pour en faire. Et... Oui, tu prends tes baskets et tu parcourir, même s'il n'y a pas d'entraînement prévu, tu peux quand même... Ouais, c'est quand même plus simple le tennis. Il faut toujours trouver quelqu'un, il faut réserver les terrains. Et... Puis avec les études, c'était plus compliqué, je trouve, d'allier tennis et études. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment, tu dois te plier un créneau, quoi. Tu peux pas y aller quand tu veux. Et en course à pied, tu as réussi à vraiment atteindre un haut niveau. Si je ne dis pas de bêtises, ton record sur 10 km, c'est 28,46. Ouais, c'est cette année. Et 13,56 sur 5 km. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sur piste. C'était sur piste, c'était déjà il y a 2 ans, ça. Et ici, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir, le fait d'avoir fait des études de kiné, est-ce que c'était en lien avec le sport ? Est-ce que c'était pour ça que tu as choisi ça ? Je sais pas trop, non, je pense pas parce que en fait, j'ai commencé à courir juste avant de commencer mes études de kiné, donc ça s'est fait un peu en même temps. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait donné envie de faire kiné. Tu sais ce que c'est ? Ou juste t'as choisi comme ça un peu ? Bah oui, je savais pas trop quoi et voilà, j'ai choisi comme ça et puis j'avais jamais été chez le kiné avant de commencer les études de kiné, donc je savais même pas trop vers quoi j'allais en fait. Et, voilà. Et maintenant avec la course à pied, est-ce que tu fais de la kiné ? Ou de la kiné pour pour la récupération. Pour moi ? Ouais, pour toi. Non. Maintenant, l'avantage c'est que quand j'ai une douleur ou quoi, je pense que en étant kiné, on sait plus facilement tu t'auto-diagnostiques. Savoir ce qu'on a, si c'est grave, si on peut forcer ou pas. Ça a quand même un avantage, ça. Mais justement, est-ce que tu as l'impression que le regard sur ton corps, d'un point de vue biomécanique, a changé depuis que tu es kiné ?
dans ta pratique sportive où tu dis, enfin vraiment là, je vais pas trop pousser, enfin. Oui, ça, franchement, ça c'est sûr que j'arrive, je pense, plus facilement à savoir quel type de douleur c'est, d'où ça vient. Si c'est vraiment une douleur où je me dis là, il faut arrêter parce que ça va s'aggraver, il faut calmer un petit peu. Ou si au contraire, on peut adapter, forcer un petit peu dessus et qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que c'est une chance en fait de pouvoir faire ça. D'interpréter plus facilement. Voilà, c'est ça. Ça permet parfois de ne pas aggraver une blessure, au contraire de ne pas se dire j'arrête trop vite. Alors qu'en fait, on pourrait continuer et la douleur va passer. Tu penses qu'on peut éviter les blessures quand on fait du sport de façon un peu intensive ou que c'est forcément inévitable? Ça c'est toujours compliqué. Il y a des coureurs de haut niveau qui ne se blessent jamais. Jamais, jamais. Et c'est vrai qu'il y en a qui se blessent assez régulièrement. C'est vrai que l'hygiène de vie est hyper importante. Hein. Ça, c'est sûr que la nourriture, le sommeil, l'hydratation, ça joue énormément. Maintenant, c'est vrai qu'on voit dans nos entourages parfois des gens qui ne font pas forcément attention et qui ne sont jamais blessés. Donc, je pense qu'il y a quand même des personnes plus résistantes que d'autres. Ouais, des différences génétiques. Je pense quand même. Maintenant, c'est sûr qu'il faut… voilà, parfois le surentraînement ou l'entraînement mal adapté parfois peut créer aussi plus de blessures. T'as déjà eu des grosses blessures, toi? Grosses, non. J'ai eu une tendinite, une tendinopathie au tendon T'as d'Achille. jamais eu de fracture, de fatigue ou des trucs comme ça? Est-ce que tu te sens plus athlète ou kiné? Bon, non, quand même kiné, parce que c'est ça qui me permet de gagner ma vie. Sans la kiné, je ne serais pas courir, partir en stage et tout. Donc, Mais c'est ta passion, non? non, oui, ça fera quand même une grosse partie du temps, hein, ça c'est sûr. Tu as quel pourcentage de patients qui sont sportifs? J'ai quand même, maintenant, je pense que j'ai englobé vraiment sportif, tout sportif, Oui. hein, même des gens qui vont courir 3-4 fois semaine, on va dire. Même s'ils ne courent pas énormément, qui font ça comme ça, j'ai bien 75%, je pense. J'ai fait une formation de kiné du sport, donc il y a certains médecins qui m'envoient un peu plus de patients sportifs. J'ai quand même pas mal de jeunes qui font du foot, du basket ou quoi. Peut-être aussi les gens qui te connaissent en course à pied qui… Ça aussi, c'est vrai que ça c'est ta carte de visite. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai quelques personnes plus âgées aussi qui ne font pas du tout de sport. Mais oui, mais il y a quand même il y a quand même une grosse partie. Voilà. Il y a de plus en plus de gens, je pense, qui essaient de faire du sport maintenant aussi, par rapport à avant. Et les pathologies que tu vois le plus, qu'est-ce que c'est? Chez les jeunes, c'est souvent des pathologies Osgood-Schlatter au niveau du genou, donc les pathologies de croissance. Sinon, beaucoup problèmes de dos, douleurs au dos qui lancent vers le bassin, vers les fessiers. Quoi, à cause de la sédentarité ou? Soit de ça, il y en a, oui, certains c'est ça, qui ne bougent pas assez, ça c'est vrai. Ou alors non, des patients sportifs parfois qui ont des douleurs au dos, soit petite irritation nerveuse ou au niveau du bas du dos. Parce que ça, j'avais vu un article qui disait que à l'heure actuelle, dans notre société, comme on est quand même beaucoup assis, même si par exemple tu fais du sport tous les jours, tu peux quand même arriver à avoir, je sais pas si on dit un syndrome de sédentaire, mais tu vois, le fait d'être tout le temps assis, il n'y a pas la même circulation dans tes jambes, et du coup ça peut créer des problèmes. C'est sûr que si quelqu'un travaille 8 heures par jour assis à son bureau et ça fait quand même 8 heures où il va garder la même position, où son dos ne va pas bouger, va rester en position statique. Donc c'est vrai que s'il a beau faire une demi-heure de sport le soir, c'est pas forcément suffisant, quoi. Et justement, les exercices un peu de mobilité qu'on peut faire dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Pour essayer de maintenir le dos en bonne santé? Donc faire du sport, quoi, piscine, vélo, course. Faire tout ce qui est des petits exercices de gainage, après des mobilisations, donc un peu dans tous les plans, quoi, flexion du dos, extension, s'incliner à gauche, à droite. Il faut faire bouger en fait le corps dans tous les plans, dans toutes les directions, hein. Le but c'est de garder le plus de mouvement possible et
la plus grande mobilité possible. Ouais, de rester flexible, pas être trop raide, enfin dans aucune position, quelle qu'elle soit. Le fait de travailler à temps plein et de faire du sport de haut niveau, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Enfin, je veux dire, ton emploi du temps, comment tu fais pour... Bah, moi, l'avantage, c'est que je suis indépendant, donc je peux encore... gères j'arrive tes à aller horaires. courir à midi pour éviter d'aller, surtout en hiver quand il fait noir, après 19h, 20h. Donc ça, c'est déjà un avantage. Bah, le plus compliqué à gérer, c'est la récupération, je pense. Ouais, la fatigue que tu peux accumuler avec ton travail. Je peux moins bien récupérer quelqu'un qui ne travaille pas à côté du sport, Ouais. quoi. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui peut faire une sieste après-midi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même le temps de sommeil au soir est parfois un peu réduit parce que parfois, quand j'ai 2 entraînements, je vais courir au matin, mais du coup, je me lève un peu plus tôt. Ouais. Donc ça, c'est... Mais voilà, après, je me suis adapté et pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc ça va. T'es un gros dormeur, petit dormeur? Je dors profondément. Donc j'ai du mal à me réveiller, mais je pense que même en dormant pas trop longtemps, j'arrive quand même à bien récupérer. Ouais, t'as une Mais bonne j'ai quand même récup. besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Ouais. Ah oui, ok. Si j'ai moins, Donc je le sens. t'es pas vraiment un petit dormeur. Non, c'est vrai qu'il y a des gens, je sais qu'à 5 heures de sommeil, c'est suffisant, mais Ouais, je moi pense- je le sens, ouais. Kylian Jornet, je crois qu'il disait que c'était 6 heures. Enfin, avec 6 heures, il était bien. Ouais, moi 6 heures, c'est un... Ouais, moi, J'ai quand même 6 besoin. heures, c'est pas du tout bon. Ouais, non, moi 8 heures, ça c'est bien, je pense. Et le week-end, si j'ai 9 heures, c'est encore mieux comme ça. Ouais, moi, 9 heures, c'est parfait. Si je Mais en pouvais- semaine, 9 heures, c'est impossible, ça. si je pouvais avoir 9 heures tous les jours. T'en as un peu parlé, tu t'as fait du tennis avant de faire de la course à pied, mais est-ce que tu te voyais faire un autre sport? Enfin, est-ce que le triathlon, par exemple, t'as aimé ou... Bah, j'ai pas vraiment commencé en fait parce Ah, que t'as pas vraiment ça a commencé. duré 6 mois. Donc j'allais à la piscine un petit peu comme ça, mais pour là je le faisais vraiment comme ça, hein. J'allais rouler à vélo avec le club de mon frère qui faisait du vélo à ce moment-là. Et je cours une fois ou deux par semaine et on faisait quelques jogging. Donc j'ai jamais vraiment fait un triathlon en fait, Ouais. hein. J'ai fait les 3 sports comme ça mais sans vraiment tester. T'aimerais bien un jour essayer d'en faire? Bon, pourquoi pas, on verra. Je continue un peu à aller à la piscine et à rouler un peu en vélo, mais Un jour un Ironman? ça, il faut le temps ça. C'est ça le problème, c'est qu'il faut du temps pour Oui, préparer ça. c'est encore pire. C'est ça le problème en fait, ça demande énormément de temps. Ouais, bah en fait, si tu fais du triathlon, enfin, genre l'Ironman, c'est limite comme si tu faisais un temps plein en plus. C'est ça, ouais, ou alors il faut le faire vraiment plus tard quand tu diminues un peu tes horaires, quand tu as déjà... Bah oui. Niveau nutrition, est-ce que tu te prives de certaines choses pour la course à pied? Bon, on va dire... Non, pas vraiment ça. Non? Enfin, je fais attention quand même, hein, mais on a Ouais. toujours fait attention. Ouais, tu manges pas On n'a n'importe jamais quoi. mangé non plus depuis qu'on est petit, c'était quand même généralement assez sain, pas trop de sauce, tout ça. Donc ça j'ai gardé. Maintenant vraiment privé, oui je fais quand même attention, hein, mais c'est pas là que que je suis le Oui, plus... c'est pas un régime drastique, quoi. Non, ça j'ai dit ça non. Tu gardes quand même du plaisir dans ton alimentation. Ouais, ça ouais. Mais justement, du coup, quand tu vas au restaurant, tu peux lâcher prise et tu prends ce que tu veux, quoi. Tu dis pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça arrive. Je vais prendre C'est pas ça. non plus, voilà, c'est pas fréquent, quoi. Ça va encore, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que oui, non, je vais pas à chaque fois me dire non. Si vraiment les jours avant la course, on fait quand même attention un Ouais. peu plus, quoi. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Ici, je prends du fer parce que j'étais en manque de fer ma dernière prise de sang, et je prends en hiver de la vitamine D. Ouais, ça, moi, j'ai eu aussi c'était tout juste à la limite de la carence de fer. Et ça, pour les gens qui ne savent pas, c'est à cause de la course à pied avec nos pieds qui écrasent les globules rouges et qui fait qu'on a potentiellement des carences en fer. Et du coup, moi, j'avais dû prendre du tardiféron. Je sais pas si c'est ça que tu prends. Peut-être bien, je sais plus c'est lequel. Bon, après, il doit y avoir plusieurs noms de médicaments, mais Ouais. c'est du fer globalement. Mais ouais, voilà, juste ça. Mais je ressentais pas la fatigue hein, du manque de fer. Pourtant, c'était quand même en dessous. Mais Ouais, moi non plus, c'est juste la prise de sang qui l'a dit. C'est ouais, le voilà, médecin c'est ça. qui te Par dit- contre, il y a parfois des athlètes qui se sentent vraiment pas bien pendant plusieurs semaines et on découvre que c'est le manque de fer en fait. Donc c'est ça, quand on est à la limite, même si on ne le sent pas, je pense que c'est bien d'en prendre pour... Ouais. quand on fait du sport, il vaut mieux être un peu plus haut que... Ouais, parce Oui, tu vois, à la qu'on limite. pompe quand même beaucoup. Il y en a un peu dans l'alimentation, mais bon, il faut manger Ouais. des lentilles, et de la viande rouge. Des épinards. Ouais, je pense aussi.
Mais bon, ça, il faut manger beaucoup pour vraiment. Est-ce que tu calcules tes calories, tes macronutriments ou Non, là, rien du tout. rien du tout? Aucun Non, calcul. franchement, non. Juste quand t'as plus faim et c'est bon. Bah, bon, c'est vrai que j'avais été chez une diététicienne une fois, elle m'avait donné un peu la quantité, donc j'essaie de faire plus ou moins, quoi. Quand je fais des pâtes ou quoi. Mais quand tu manges, tu manges jusqu'à ne plus avoir faim? Non, ou- non, non. Ah, tu t'arrêtes avant? Bah, je cuisine en fonction de. Je mets la quantité Ouais. qu'il faut, quoi, plus ou moins, quoi. Ok. Ah, moi, j'avoue que je mange jusqu'à ne plus avoir faim parce qu'en fait, bah, j'ai remarqué que comme je consomme quand même, je brûle quand même beaucoup de calories. Mhm. Si je fais pas ça, en fait, je perds facilement du poids. Ah ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, si tu perds facilement ou. Oh, Ou si c'est stable, ça ouais. reste. Mais ouais, moi, en fait, si genre j'ai encore faim quand mon repas Mhm. arrive, que c'est la fin du repas, faut que je continue à manger parce que sinon Ça ne va pas aller, quoi. je vais être en hypo. Euh, c'est quoi une journée type d'un point de vue alimentaire pour toi? Tu fais 3 repas par jour? Ouais, donc déjeuner. Midi, souvent, j'essaie de manger chaud. Comme je suis indépendant, il y a encore moyen. Comme je vais courir à midi, j'essaie de Ouais. soit de préparer ou alors parfois je repasse chez moi, je cours et je mange chaud en vitesse. Comme ça, moi, le soir, je mange un repas plus léger. C'est pas forcément un repas chaud au soir? Non, du pain ou alors de la soupe. Ah oui, c'est quand même léger. C'est Enfin, pas... du pain avec poulet Ah oui, ok. et je fais un légume ou quoi, mais je cuis pas, quoi. D'accord. C'est tout filet de poulet ou quelque chose comme ça. Ok. Et sinon, après, ça dépend un peu des entraînements. Ça, c'était un peu ce que la diététicienne m'avait dit. Quand j'ai couru à midi, elle m'avait dit qu'il fallait manger vers 10 heures quand même un petit truc, Une collation? un yaourt et un fruit ou un petit biscuit et un yaourt. Ouais. Et si je cours au soir, le faire à 4 heures, quoi. Ok. Elle disait qu'il vaut mieux aller manger, il vaut mieux manger à 10 heures et à 4 heures un petit truc que de rien manger à ce moment-là et d'attendre le soir pour vraiment manger le reste, quoi. Donc, ouais, essayer d'avoir des apports un peu sur toute Ouais, la c'est journée. ça. Après, c'est vrai que quand il y a un gros entraînement au soir, si je mange rien depuis le midi et que j'arrive au soir, la fin de l'entraînement est un peu plus compliquée, quoi. Moi, depuis 1 an, j'essaye de faire du jeûne intermittent. Et, Le matin, alors? En fait, je mange pas pendant 16 heures et je mange pendant une plage de 8 heures. Du coup, maintenant, je ne déjeune plus. À part avant une course, je le fais pas. Ouais, parce que sinon. J'ai déjà testé ne pas déjeuner, tu vois, genre manger au soir, ne plus rien manger, faire la course sans avoir déjeuné. J'ai déjà testé, mais j'arrive à le faire, mais ouais, c'est pas. Ça dépend un peu de la course, de la distance. Ouais, c'est pas terrible. Mais du coup, à part si c'est pour une course ou un gros entraînement, t'essaies de faire. Je déjeune pas au matin. Et en fait, j'essaye de faire 2 gros repas. Et entre les 2 gros repas, si j'ai encore faim, je mange. Mais ouais, je trouvais qu'au niveau de ma digestion, etc., ce système-là m'a bien convenu. Ouais. Après, je pense que niveau nutrition, chacun doit un peu trouver aussi ce qui lui. Oui, c'est différent en fonction de De chacun. toute façon, quand on va avoir des professionnels à ce niveau-là, et on a à chaque fois des avis, parfois des avis fort différents, je trouve, en fonction de la. Ouais, ça, c'est un sujet un peu, je trouve vraiment compliqué à aborder. Ouais, non, il n'y a pas vraiment. Parce qu'en fait, tu trouves tout et son contraire. Ouais, c'est ça. Quand tu veux t'informer sur, je sais pas, le sucre, les protéines, tu peux trouver son info et. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est la même chose son quand les gens contraire. parlent de ce qu'ils mangent avant une course. On prend 10 personnes, ce sera 10 repas différents, à 10 moments différents. Je pense que chacun doit essayer de trouver ce qui lui convient au niveau alimentaire. À Lille, j'ai vu, c'était genre, je sais pas, peut-être 2h30 avant la course, des gens qui mangeaient, tu sais, un gros plat de pâtes. Moi, si je fais ça, je gerbe tout. Ouais, c'est vraiment. Je pense qu'il faut tester, trouver ce qui convient, quoi. Pour pas avoir mal au ventre, pour se sentir bien. Moi, si je fais un petit déjeuner, ça va. Mais si je fais un vrai repas, il faut vraiment Du temps, quoi. Ouais, que je puisse avoir 5-6 heures. Sinon, je vais gerber. Je vais pas être. Ouais, ça dépend des gens, ouais. Je vais pas être bien.
Enfin, en tout cas, pour un effort intense, quoi. Pour un ultra trail, c'est pas la même chose parce que. Ouais, Là, tu vas moins vite, donc. c'est un petit rythme, donc. Et puis là, tu as quand même besoin de ressources il quand faut même. manger tout le temps. Ouais. Sinon, tu n'y arrives pas. Une fois, tu m'avais parlé d'un jus de betterave que tu avais testé. Ah oui, ça c'était pour une étude quand Ouais. j'étais en kiné à l'école. Ils testaient le jus de betterave, donc en gros la betterave si je me souviens bien, permettrait d'augmenter un peu l'ouverture des vaisseaux sanguins, donc ça permettrait d'amener plus de nutriments et plus d'oxygène au niveau des muscles et donc d'améliorer la performance. Mais leur but c'était de prouver que pour des athlètes de demi-fond haut niveau, enfin de bon niveau, Ouais. comme les vaisseaux ils sont déjà tellement plus ouverts que des gens normaux, Ouais. ça servirait à rien, quoi. Donc ils ont comparé les basketteurs avec les coureurs de demi-fond. Parce que des basketteurs font pas forcément des efforts hyper longs mais plutôt rapides. Ouais. Donc voir si ça améliore plus chez les basketteurs que chez le coureur de demi-fond et fond, quoi. Et là, Et je pense qu'ils avaient vu qu'il n'y avait pas vraiment. Ah, que ce soit le basketteur ou le coureur. Les basketteurs, je ne sais plus, mais les coureurs, je pense que c'était pas. Et donc, tu t'as pas continué à faire jus de betterave. C'était pas bon de toute façon. Ah, c'était pas bon. Moi, en tout cas, il y en a qui aiment bien, mais moi, j'ai pas trop aimé. C'était juste pour l'étude. La question du poids-puissance, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe pour ta pratique sportive? Non, pas vraiment. Maintenant. T'as un poids de forme constant sur toute l'année? Ouais. Ouais, je reste plus ou moins constant, ouais. C'est ça. Le sujet de l'alcool quand on fait du sport, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que moi j'en bois pas souvent maintenant. Je me prive pas non plus tout le temps. Ouais. Ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est assez rare. Mais après, ça c'est plus parce que je suis pas accro à ça, on va dire. Ouais. Maintenant, en période de préparation, je pense qu'il faut faire attention. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne se privent pas, qui boivent un peu aussi de temps en temps. Ouais. Donc, Après, si c'est fait avec modération et de temps en temps, je pense que ça peut être. oui, ça, un si peu le compatible. plaisir que tu en retires te permet un peu d'avoir, je sais pas, genre soupape de décompression pour certains. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que. On voit des sportifs de haut niveau qui boivent de temps en temps, quoi. Ouais. Dans certains, quand on va en vélo un petit peu ou quoi. Mm. Donc, non, voilà, si on boit tous les soirs ou Oui, tous les week-ends, on est. Oui, ça doit fait pas une être une, soirée boi- complète. ça doit Ça pas va être une non boisson de plus. récupération, l'alcool. C'est ça, voilà, on sait bien que ça déshydrate. C'est pas l'idéal non plus, c'est pas l'idéal du tout, hein, mais. Oui, en soi, il n'y a aucun bénéfice à boire de l'alcool Non, dans la non. pratique sportive, Non, ça, mais non. si ça fait plaisir aux gens et que ça leur permet Voilà, c'est de... ça. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont intransigeants et qui boivent rien du tout, je pense Ouais. aussi. Et voilà, c'est bien aussi parce que ça n'apporte rien, donc si on sait s'en passer, je pense que Ouais. c'est encore mieux, quoi. Et puis même, on sait bien que voilà, c'est pas hyper bon pour le cerveau, tout ça, quoi. Mais... Ouais. Tu as le même entraîneur depuis toujours, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pas le cas de la plupart des gens, j'ai l'impression, en tout cas sur les années et au long terme. Comment tu expliques ça? Ça se passe toujours bien. Il y a eu quand même une évolution dans l'entraînement. Ouais. Je m'entraîne pas du tout comme Au début. je m'entraînais au début. Ouais. Et même si je compare par exemple quand j'étais junior, les juniors de maintenant s'entraînent beaucoup mieux que moi quand je m'entraînais en junior. Ouais. Enfin, D'un point de vue de l'intensité, d'un point de vue... qu'est-ce qui a changé? un peu... Qu'est-ce qu'il y a comment on s'entraîne? On s'entraînait avant, c'était... Je sais pas comment dire, je me rappelle. C'était plus simpliste ou... Je pense qu'on faisait quand même un peu moins de kilomètres, mais peut-être moins bien dosé. C'était peut-être un peu trop... Ici maintenant, on fait beaucoup plus de seuil, ça c'est un peu dans l'air du temps. Ouais. Donc c'est pas toujours des entraînements où on va vite, on doit se faire mal, un peu moins de VMA. Avant on faisait beaucoup de VMA aussi, Ouais. que maintenant on en fait un peu moins. On travaille beaucoup plus au seuil, beaucoup plus... En fait, avant, c'était soit tu fais une petite tendue, soit tu es à fond, c'est ça?
Ou... Ça fait longtemps, donc je sais plus trop, mais... Et puis même, je pense qu'on... Même les séances étaient quand même... Il y avait des séances moins dures, je pense. Ok. Même les séances dures de maintenant, parce que de temps en temps, il faut faire des séances dures, hein, Ouais. sont plus dures qu'avant, quoi. Avant, je trouve que c'était peut-être un peu moins dur en général. Après, franchement, en 10 ans, on oublie, hein, mais exactement, je sais que ça a évolué. Ça, je sais. Il y avait moins en hiver, moins de gradation. En hiver, par exemple, le mercredi, on faisait beaucoup de techniques renfo. Le mercredi, donc c'était l'entraînement principal de la semaine. On faisait ça toute la séance et on finissait par un 2000 ou un 3000, mais très très lent. Que maintenant, on ne fait plus jamais ça. On fait, en hiver, on fait, je sais pas, 8 fois 1000, 10 fois 1000, pas très vite, mais allure plutôt seuil. Mais on fait des 10 km, quoi. Et pour progresser, il faut faire des kilomètres et voilà, quoi. Je pense qu'on fait plus de kilomètres qu'avant quand même. Et voilà. Après, pour ceux qui font du 800, je pense que l'entraînement n'a pas trop été déjà bien avant. Maintenant, pour le fond, je pense que ça a évolué et je le sens, quoi. Mm-hmm. Ça a bien évolué et on sent que c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qui permet de progresser aussi. Et on voit que les juniors de maintenant sont mieux entraînés, je pense, que moi à cette époque-là, quoi. Mais c'est normal, voilà. C'est comme ça que ça évolue, on progresse, on apprend de nouvelles choses. Et donc, comme je vois l'évolution et que je continue à avoir le progrès, voilà, pourquoi changer? Moi, depuis le mois de novembre 2025, je reçois des plans d'entraînement de Justin Mailleux. Ouais. Et j'ai vraiment vu la différence. Enfin, avant, moi, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas de plan. Mm-hmm. Je courais comme un baraki. Et enfin, c'était vraiment. Je faisais 2 intensités par semaine, mais c'était. Sans savoir vraiment. C'était au feeling. Je faisais des 1000 ou des 400, mais enfin voilà, c'était complètement décousu. Et là, vraiment, je vois la différence. Enfin, c'est technique, c'est précis, c'est. Ça devient scientifique, hein, maintenant, oui, les entraînements en course à pied, tout est calculé. Et vraiment, c'est des tout petits détails, genre, je sais pas, tu fais 4 minutes avant le fractionné un peu seuil, puis, enfin, c'est... Je savais pas qu'il donnait des plans aussi. Si. Et il y a pas mal de gens, enfin, en tout cas, dans Picourt, il y a pas mal de gens qui sont suivis par lui. Il y a beaucoup de coureurs maintenant qui essaient d'être un peu donner des plans, faire un peu entraîneur comme ça. Bah lui, c'est cool parce qu'il est vraiment, il est coureur lui-même et donc. Voilà. Donc il est vraiment dans le sujet, quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que Benoît, ton entraîneur, ça le. C'est Bernard. Ah, oui, pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Si, j'ai bugué. Ça le tire vers le haut de t'entraîner dans le sens où il essaie de se mettre à jour et d'innover. Je pense, parce que une fois qu'on atteint une certaine barrière au niveau chrono, si on veut progresser, il faut trouver quelque chose pour améliorer certaines choses pour pouvoir encore progresser. Et il cherche quand même pas mal ça fait maintenant 2-3 ans qu'on a introduit le seuil, même un peu de double seuil. Double seuil, c'est les Norvégiens qui font ça. Ouais, c'est ça. C'est un seuil au matin et un au soir. On fait un seuil plutôt lent au matin, enfin lent, seuil 1 on va dire, et le plus rapide au soir, le seuil 2. Ça, tu le détermines en faisant un test? Ici, j'ai fait un test l'année passée, donc maintenant je fais les tests qui marchent. Enfin, j'ai fait un test sur piste, donc ça je l'ai fait en Flandre. Donc c'était des 2000 mètres en fait. Tu fais à chaque fois des 2000 mètres et à la fin du 2000, il prend le taux de lactate, la fréquence cardiaque, et c'est des 2000 de plus en plus rapides, quoi. Okay. Et en fonction de ça, je ne sais pas trop comment il a interprété les résultats. Au moment où le lactate part en flèche, je pense qu'il trouve un peu le seuil comme ça. Et parce que c'est un peu compliqué parfois de s'entraîner avec la prise de lactate. Ça coûte quand même, c'est un certain budget quand même. Ouais. Et donc c'est en corrélation avec la fréquence cardiaque. Donc c'est un peu moins précis que l'acide lactique évidemment, mais que le lactate. Mais il y a quand même moyen de. Moi j'ai mes zones de fréquence cardiaque où je sais jusqu'à quel point je peux aller pour rester dans le seuil 1 ou dans le seuil 2. Au repos, tu es à combien de fréquence cardiaque? 50, 55 je pense. 55. Est-ce que tu fais aussi des tests VMA, VO2 max? J'en avais fait un il y a quelques années, mais du coup non, cette fois je l'ai remplacé par ce test de 2000 mètres. Ouais. Parce qu'il y a... Après je sais pas, tous les avis sont bons, hein, chacun a son avis. Il y a des gens qui commencent à dire qu'un test sur tapis de VO2 max,
c'est pas forcément hyper représentatif de la course sur piste ou sur route, quoi. Ouais, parce que, moi, C'est un peu harnaché, tu cours sur un tapis où t'as pas forcément l'habitude. L'avantage des 2000, c'est que t'es dans ton élément, quoi. Tu cours. Ouais, c'est comme en réalité. Voilà, quoi. c'est ça, quoi. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé ce test de 2000 mètres, en fait. Et au final, maintenant, c'est vrai qu'on dit de plus en plus que connaître sa VMA, est-ce que c'est vraiment utile? Le plus important, en fait, maintenant, c'est de connaître, si on s'entraîne au seuil, hein, c'est de connaître tes seuils, en fait, pour pouvoir s'entraîner à ce moment-là. Et après, la VMA, c'est bien de la savoir, mais bon, il faut surtout savoir combien de temps tu sais la tenir. C'est ça qui va être le plus important. Ouais. Parce que quelqu'un qui a une super bonne VMA, mais qui sait la tenir 3 minutes, va pas il va falloir orienter les entraînements différemment que quelqu'un qui sait tenir sa VMA 8 minutes, 10 minutes, quoi. Ouais. Et Parce que parfois ils prennent le lactate aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils prennent le lactate. Hein. Dans la région ici. Ouais, moi c'était à Ambroise Paré. Ouais, non, ils prennent pas. Mais ouais. Et il y avait juste aussi avec la pression sanguine. Mhm. Mais bon, ça, j'ai pas l'impression que. Est-ce que c'est vraiment un paramètre très, très clé? Bon, ça, c'est peut-être plus pour contrôler au niveau cardio si tout va bien, non? Ouais. Je pense. C'est un cardiologue qui a fait le test. Ouais, c'était un cardiologue. Je pense que c'était un peu pour aussi contrôler s'il n'y a pas de problème cardiaque. Ouais, sans doute. Je pense que. Tu fais combien de kilomètres par semaine? Les grosses semaines où on fait beaucoup de seuil, je suis à 130, 140. Alors, donc ça c'est plutôt en préparation. Maintenant, les semaines avant course, là c'est plus, je sais pas, 70, comme cette semaine-ci. Et maintenant, voilà, ici, quand ce sera la saison piste en été, je fais toujours un peu moins de kilomètres quand même. Plus autour de, à mon avis, peut-être 100, 110, je pense. Parce que tu fais plus de courses? Aussi parce que en hiver, je fais plus de kilomètres pour préparer plus du long. Ouais. Qu'en été, je prépare encore un peu de 1500, 5000, donc du coup, je réduis un peu les kilomètres. Ok. Parce qu'il y a besoin d'un peu moins de fond en été, quoi. Tant que je fais du 1500, 5000, il y a besoin d'un peu moins de kilomètres quand même. Mais bon, j'en garde quand même pas mal, quoi. Et donc ta moyenne sur l'année, c'est quoi? 110, 115? Tu sais pas? Comme ça, je sais pas. En gros, c'est souvent au-delà des 100 km par Ouais, semaine. je pense. Hein. La moyenne sur l'année, c'est peut-être. Peut-être 400 par mois, peut-être la moyenne. Ouais, ça fait à peu près ça, 100 par semaine. Et au niveau des entraînements d'intensité, t'en fais combien par semaine? Même en comprenant les seuils, tout ce qui est hors endu. Donc quand c'est les périodes où on fait plus de seuils, donc vraiment préparation, il y a des semaines où on fait que un simple seuil, donc je fais 2 à 3 fois par semaine, et peut-être parfois des côtes, mais ça va. Et parfois quand c'est double seuil, c'est 2 le mercredi, 2 le vendredi. Et parfois le dimanche, des kilomètres un peu plus rapides, mais pas non plus hyper rapides. Et sinon, quand c'est un peu plus préparation, là parfois on va 3 fois sur piste pour la semaine. Quand c'est plus en été, quand j'ai compétition d'été, quoi, de piste. Ouais. Quand tu fais les côtes, c'est quel pourcentage que tu mets sur les côtes que tu fais? La pente de la côte? Ouais, tu sais pas? Aucune idée. C'est sur macadam? Ouais. Ok. Et tu l'as dit, 3 entraînements par semaine max sur piste, c'est ça? Ouais, en été, mais moi c'est de moins en moins. Ça c'est plus vraiment ceux qui font du 800, 1500. Moi c'est vrai que de temps en temps, je vais lundi, c'est plus des séances, ils font des séances un peu plus vitesse, donc vraiment des trucs courts. J'y vais de temps en temps pour travailler un peu la vitesse des 200 et tout. Mais c'est vrai que j'en fais de moins en moins comme je monte de plus en plus dans les kilomètres. J'en faisais plus avant, quoi. Ok. Un seuil typique pour toi, qu'est-ce que ça va être? Quand c'est... par exemple, le mercredi, quand c'est double seuil, le matin, je fais par exemple 6 fois 4 minutes à du 3,20. En fonction de la fréquence cardiaque, ça peut monter ou descendre un petit peu. Ouais.
Et le soir, bah, c'est 10 fois 1000 ou 8 fois 1200, un peu plus rapide, là, du 3-10, 3-12. Même chose en fonction de la fréquence cardiaque et du ressenti. Ça peut aller un peu plus rapide ou un peu plus lent le jour où tu es un peu plus fatigué. Bah. À tout moment dans l'entraînement, tu regardes ta fréquence cardiaque? Bah, quand je fais du seuil, j'essaie maintenant. Ouais. J'ai acheté un truc, un brassard pour regarder. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Pour essayer de contrôler. Parce que si tu dépasses le seuil, bah, tu rentres dans une zone. Tu te crames. Ouais, c'est ça. C'est plus le seuil, donc tu travailles autre chose. Donc c'est plus la bonne. C'est pas la bonne séance, quoi. Un entraînement au-delà du seuil plus intensif, tu le fais à quelle allure à peu près? Ça dépend de ce que je prépare. Ici, par exemple, j'ai fait. Après, pour préparer les 10 km, j'ai fait une séance, j'ai fait 7 fois 1000 de 55 à 53, quoi. Est-ce que c'est compliqué de trouver tes partenaires d'entraînement Ah, mais je cours tout seul, ouais. Tu cours tout le temps tout seul? Bon, de temps en temps, certaines séances, j'arrive à aller quand c'est du seuil. Sur les premiers? Bah, si je fais du seuil et qu'il y en a qui font pas de seuil, qui font un truc un peu plus rapide, j'arrive parfois à courir avec eux, c'est déjà arrivé. Ou alors parfois quand j'ai fait les 1000, il y en avait qui faisaient des 800 un peu plus rapides, donc je me mettais derrière un petit peu, mais j'essayais de suivre un petit peu, mais on démarre pas en même temps, donc c'est plus compliqué. Ouais, en général c'est quand même souvent seul, ouais. Mais bon. Et est-ce que tu vois justement une différence par rapport aux fois où tu as pu t'entraîner avec quelqu'un qui avait ton niveau? Est-ce que mentalement c'est plus difficile quand même ou... Bah, quand c'est du seuil, comme les séances sont pas trop dures, on va dire, c'est l'avantage de s'entraîner au seuil, c'est que tu te fais pas trop mal, mais tu fais beaucoup de kilomètres. Ouais. Là, ça va, parce que moi, c'est quelque chose que. Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Quand on leur dit 10 fois 1000, même si c'est pas vite, ils n'aiment pas. Que moi, justement, c'est des séances que j'aime bien, parce que tu tournes et il faut pas trop réfléchir et hop, on y va. Quand c'est des séances où il faut aller vite et tu sais que tu vas te faire mal et tout, là, tout seul, c'est pénible. Chaud. Les séances où il faut faire des 1000 en 2,45 ou des trucs comme ça, enfin, il faut enchaîner. Ou une fois, j'ai eu un 3000 c'était quoi, en 8,50 en entraînement. Là, j'aime pas. Parce que je sais que ça. Alors qu'en course, tu le fais, en entraînement, j'aime pas. Et Bernard, il te suit jamais avec un vélo pour essayer de t'aider? Non, c'est rare. On est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que. Dans le groupe, on est quand même le mercredi, on est une bonne trentaine à courir, donc. Même un vélo sur la piste, compliqué, il y a trop de gens. Mais bon, ça va comme ça, franchement. Tu fais parfois du tapis? Ça arrive. C'est très rare parce que j'aime pas trop ça. J'en fais vraiment si... J'en avais acheté un parce que je me suis dit, quand j'ai double seuil, si je dois me lever tôt au matin, qu'il fait vraiment mauvais ou qu'il pleut ou quoi le matin, le soir à la limite, ça me dérange pas trop, mais le matin, allez, quand il fait mauvais, te lever, sortir. Je fais un peu de tapis, mais c'est très rare. Et j'ai fait une séance une fois parce que j'allais courir. J'ai pas su aller au matin parce que je travaillais, les autres étaient au matin. Donc je devais aller tout seul l'après-midi et il y avait un vent énorme. C'était une séance quand même, fallait faire des chronos quand même un peu compliqués. Donc là je me suis dit, tout seul dans le vent, ça va ressembler à rien. Ouais. Donc je l'ai fait sur tapis. Mais j'essaie d'éviter, j'aime pas trop en fait. J'ai l'impression après 10 minutes que j'ai couru 1 heure et... Ouais, t'es vite blasé du tapis. Ouais, j'aime pas. Il y en a qui aiment bien, mais... Et j'ai l'impression que tu mets 14 km/h, pour moi, je suis déjà à 20, quoi. Ah oui. J'ai l'impression que ça va super vite, alors que non, en fait. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'avais fait le test à l'effort, t'es genre, quand t'es à, je sais pas, enfin, moi, je suis allé jusque 21, à la fin, j'étais... Ouais, après, ouais, 21, c'est normal. Mais même moi, 14-15, j'ai l'impression que ça va trop vite. Enfin, je sais pas, c'est pas ce que je préfère, le tapis. Ton entraînement préféré, qu'est-ce que c'est? Bon, moi, l'entraînement de seuil, genre 10 fois 1000, avec récup très courte, même récup active. On fait 10 fois 1000, on récup 30 secondes en courant ou 1 minute en courant, on s'arrête jamais. Ça, généralement, j'aime bien parce que, même si ça a l'air monotone, parce qu'on sait que quand on le fait pas sur piste ou quoi, ça s'est tourné en rond, mais je me mets dans le rythme et c'est parti. Alors, ce que je trouve qu'il peut vraiment être monotone sur piste, c'est si vraiment tu vas lentement. Enfin, genre, si tu fais un échauffement sur piste, là, c'est monotone. Là, ouais, échauffement sur piste, ou le retour au calme. Retour au calme, quand on est avec du monde, qu'on parle, ça va, mais... Mais par contre, les 1000, en fait, comme tu es dans l'effort, tu es dans ta bulle, et donc... Mais il y en a qui n'aiment pas, hein. Ils trouvent ça vraiment long et c'est pénible. Ils préfèrent même le faire sur le Ravel ou quoi, en aller-retour, que moi, franchement... Après, j'aime bien courir sur piste, donc... Une semaine avant une grosse course, bah justement, ici, là, demain, c'est Valenciennes. Les 10 kilomètres.
Tu fais moins de kilomètres et comment t'arranges ta semaine Ça dépend un peu évidemment comment ça se produit. Ici j'ai couru, parfois on fait un dernier grand entraînement le dimanche ou le lundi. Donc une séance encore un peu plus dure on va dire. Ici j'ai pas fait parce que j'ai couru à Lille samedi. Donc là j'ai fait quand même 5 km assez vite, donc il a fallu s'en remettre. Donc un peu de récup les 2 jours, enfin courir, footing simplement les jours d'après. Généralement le mercredi c'est une séance, on fait des 400 ou des 500 mais pas trop rapide pour avoir un peu le rythme de la course. Ici j'ai fait des 1000 quand même parce que comme les courses ici sont arrivées fort tôt après la saison hivernale, je ne suis pas hyper prêt non plus. Je n'ai pas vraiment fait des grosses séances de préparation. Donc voilà, la course, je vais essayer de faire le mieux possible, mais je crois que le record, ça va être compliqué. Mais du coup, j'ai quand même fait des 1000 mercredi. Normalement 2,55, donc c'est allure 29,10. Donc logiquement, c'est un peu plus lent que mon allure course. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais savoir faire dimanche. Attends, je vais courir en 29,10 et ce sera l'allure course, donc je ne sais pas. Puis après, le jeudi, généralement, c'est un footing ça dépend, 40 à 1 heure, à 1 heure. Ici, c'était 1 heure. Et puis, souvent maintenant, il nous met. Ici, j'ai repos vendredi, footing aujourd'hui avec des 100 mètres et la course demain. Le jour de repos, c'est seulement pendant une semaine de course ou il y en a forcément un Nous, il nous met. Moi, j'ai toujours repos le mardi. Ah, ok. Maintenant, le mardi, du coup, j'essaie d'aller à la piscine et de faire du vélo. Si j'ai le temps. Ouais, t'es quand même actif. C'est pas une journée où tu fais rien du tout. J'essaie de faire au moins vélo ou piscine si j'ai le temps. Ça dépend des semaines. Avec le boulot, ça dépend. Et au total, ton nombre d'entraînements par semaine, c'est combien? Enfin, si tu comprends la piscine et ce genre de trucs. Ouais. Une semaine où je fais pas double seuil, du coup. Allez, si je fais une fois vélo, une fois piscine, parfois 2 fois vélo, mais ça dépend, on va dire 8. Ouais. Et quand il y a double seuil, là, du coup, ça peut monter à 10, du coup, on en rajoute 2. 10, voire parfois 11, parce que parfois on double aussi le lundi, avec un petit footing au matin. Et parfois, quand j'ai un peu de temps, je me dis, j'ai le temps, je fais un footing d'une demi-heure en plus, quoi. Je me dis, ça fait un peu de kilomètres, je me sens bien. Mais ça, c'est parfois en plus, mais c'est rare, quoi. Qu'est-ce que ça a été ta plus grosse semaine au niveau des kilomètres? À mon avis, c'était en stage. Ça devait être un stage. Maintenant, ça n'a jamais, peut-être 150. Ok. Mais maximum ça. Ouais. Je pense que j'ai jamais dépassé. Ouais, t'as jamais fait genre 180, non, 200 non. En travaillant, c'est compliqué. Et... Oui, en stage, j'aurais pu, mais est-ce que c'est. Est-ce que tu en tires forcément un bénéfice si tu fais vraiment des longues courses, ou alors si tu travailles pas et que tu as le temps de bien te reposer, bien récupérer. Ouais. Mais moi, je pense que c'est plus un risque de se blesser en travaillant à côté. Faut pas non plus exagérer, quoi. Il faut quand même rester. Le but, c'est pas de se blesser et faire ça pour rien, quoi. Oui, surtout que si tu te blesses, après, tu vas plus pouvoir t'entraîner, donc. Ouais, on repart à zéro, quoi. C'est toujours ça. Il faut toujours faire attention parce que la blessure, c'est. Ouais. Et la semaine avant la course, au niveau de l'alimentation, tu fais des petits changements ou? Ça c'est souvent ce qu'on fait. Donc c'est 3 jours avant, il faut éviter un peu tout ce qui est. Enfin moi j'évite tout ce qui est complet, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes. J'essaie de manger plutôt des pâtes blanches, du riz blanc. Ça se digère quand même beaucoup plus rapidement. La veille, j'essaie d'éviter tout ce qui est légumes, pas trop de légumes non plus. Tout ce qui est fibres en fait. T'évites les fibres, ouais. Parce que c'est ce qui est le plus difficile à digérer. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout ça. Et le jour de la course, l'alimentation, enfin. Ça dépend sur à quelle heure je cours. Moi, ce qui marche, quand je cours plutôt au matin ou à midi, une tartine au miel, ou confiture au miel, ça passe bien. Une seule tartine? Ou 2, enfin. En fonction de. Ouais, j'adapte un peu de la taille, quoi. je sais pas. Ouais, ça je mange. Maintenant, si je cours au soir, je peux manger des pâtes avec soit des pâtes toutes seules ou avec un petit morceau de poulet blanc de poulet, ouais. Est-ce que tu penses que tu t'entraînes différemment grâce à ton regard de kiné? Au niveau de l'entraînement, pour l'instant non, parce que je suis vraiment les plans de mon coach. Bon, parfois c'est vrai qu'on en parle, hein, il me demande ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'en pense. Mais je sais pas si c'est vraiment grâce à la kiné, non, c'est plus
avec l'expérience, en voyant ce que les autres font, ce qui fonctionne pour l'instant, ce que tu vois, parce que quand tu pars en stage, tu vois d'autres athlètes qui s'entraînent, tu vois un peu ce qu'ils font, tu peux comparer, voir ce qui fonctionne pas. Donc je pense que c'est plus grâce à ça, parce que parfois c'est vrai qu'on en discute. Ici, je vais partir en stage 2 semaines et on se demandait un peu qu'est-ce qu'on allait faire en stage vraiment. Et je pense qu'on va encore repartir sur un peu plus de seuil, quoi, encore en stage. Quand tu pars en stage, tu vas à quels endroits? Ici, je vais à Font-Romeu, dans les Pyrénées. Pour toi, l'altitude, c'est indispensable au haut niveau? Bah, je pense quand même, parce je pense que quasiment tout le monde y va maintenant, pour le haut niveau. Hein. Maintenant, je pense que pour courir, pour être d'un très très bon niveau sans être non plus dans le haut niveau, je pense qu'il y a moyen de s'en passer. J'ai fait mon record de 10 km à Valence, j'avais plus été en altitude depuis 1 an et demi, quoi. Donc, en fait, c'est le petit détail. Ouais, je pense que ça te permet encore de gagner et tout. Mais le problème aussi, c'est que si on veut que ça fonctionne, il faut y aller au moins 3 semaines, il faut aller régulièrement. Enfin, moi, j'ai 2 semaines et c'est peut-être pas non plus suffisant. Mais bon, je sais pas faire autrement. Donc, après, j'y vais aussi pour voir d'autres coureurs, changer un peu d'endroit et pour ça te tire vers l'expérience, le haut. quoi. Oui, c'est ça, c'est chouette. Maintenant, je sais bien que si je veux vraiment que ça serve, il faudrait y aller au moins 3 semaines. C'est un peu compliqué, quoi, ça. Mais ne serait-ce que pour l'émulation que tu as avec les gens que tu rencontres. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est chouette de… Font-Romeu, c'est quand même les Pyrénées, il y a des chouettes parcours, c'est quand même sympa, quoi. Tu vas tout le temps à Font-Romeu? Enfin, c'est tout le temps ton lieu? J'ai déjà été à Montegordo, mais ça, c'est pas d'altitude. Portugal, ça? Ouais, c'était pour préparer vraiment la saison d'été. J'ai été une fois au Maroc, il y a longtemps. C'était quelqu'un qui m'avait proposé, j'étais encore aux études et on a été 2 semaines au Maroc. En altitude au Maroc? Ouais, c'était à Ifrane. Ok, et c'est à quelle altitude ça? Il y avait un plateau à 2000, je pense. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'était quand même, je pense que c'était 2000, ouais. Parce que Font-Romeu, c'est 1800, c'est ça? Font-Romeu, c'est ça, et il y a moyen d'aller courir un peu plus haut à 2000 aussi. Ok. Pour toi, quel est le détail invisible qui fait vraiment progresser? Détail invisible. Moi, je pense que c'est le mental quand même. Parce que quand tu es tout seul, que tu dois aller faire ton entraînement, tu rentres du boulot, tu n'as pas envie d'y aller. Et c'est à ce moment-là, il y en a, soit tu y vas, soit tu n'y vas pas, quoi. Ouais. Et si une fois tu dis tu n'y vas pas, ben après tu continues à ne pas y aller. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au final. Tous ces moments où… ouais, c'est ça. Ou alors le mental au moment où tu te blesses et tu te dis il faut recommencer à zéro, il faut… Enfin, je viens de me préparer pendant 1 mois et au final, ça n'a servi à rien parce que j'arrête 2-3 semaines. Et donc, mentalement, il faut repartir. Je pense que pour moi, c'est quand même… Ouais, le mental, c'est quelque chose que… La discipline dans l'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. Et aussi, est-ce que, genre, tu vois, sur les séances vraiment dures, tu penses que, enfin, genre, débloquer son mental, c'est important C'est sûr qu'arriver à se faire mal, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est clair que… Enfin, moi, quand je sais que j'ai une séance dure qui va arriver, franchement, les 2 heures avant, Ouais, t'es pas bien. tu te dis… En fait, tu sais que tu vas avoir mal. Et tu sais que si tu n'y arrives pas, tu vas te dire, punaise, j'ai pas réussi à faire ma séance dure, donc ça veut dire que la course, je suis pas prêt. Enfin, tu te dis dans la tête, merde, je me sens pas prêt, quoi, du coup. Ouais. Donc, il y a beaucoup un peu de stress qui se met en place. Et tu sais que tu vas avoir mal. Donc, ouais, là, ça joue beaucoup dans le mental à ce moment-là. Parce qu'au final, les jambes, je dis pas qu'elles savent le faire, parce que pas forcément. Il faut se donner, il faut y aller. Il y a peut-être un jour où tu es moins bien quand même. Mais il y a beaucoup de mental, enfin, il y a une grosse part du mental qui est présente et qui… Si ton mental, au départ, tu dis je vais pas y arriver, ben non, ça va pas y aller. Oui, ça, c'est si sûr, tu quoi. pars perdant, ça peut Mais à pas… certains moments, ça te traverse l'esprit. Hein. Tu vois la séance, tu dis les temps, tu te dis c'est impossible. Et surtout que tu te dis c'est la séance importante, quoi. C'est celle-là qui prépare la course, c'est la plus grosse de la préparation, il faut la réussir, quoi. Mais ouais, donc le mental, dans plein d'aspects, je pense que c'est quelque chose que oui, on ne pense pas forcément. Et puis tu fais une mauvaise course, t'as qu'une envie, enfin, à la fin de la course, t'as très mal couru alors que tu te sentais hyper bien, bah, t'as qu'une envie, c'est à quoi bon, quoi. Je fais des sacrifices et tout pendant des semaines et au final, pour rien, quoi.
Et donc là, mentalement, le lendemain, il faut repartir, quoi. Que quand la course est bien passée, ben oui, là, c'est hyper facile. Hein. Le lendemain, t'as qu'une envie, c'est d'aller courir. Après, finalement, est-ce que, tu vois, quand tu rates une course, c'est pas là où tu en apprends le plus? Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression Enfin, que, tu vois, si ça s'est super bien passé, enfin, ça fait du bien au mental, bien sûr, mais peut-être que tu vas plus te galvaniser et moins réfléchir sur ce à quoi peut-être, mais moi, je pense que les deux... Les deux sont importants. Ouais. Parce que, bon, tu rates une course, c'est vrai que pendant un jour ou deux, bah, non, moi, c'est souvent un jour, bah, voilà, tu dis... Enfin, c'est vraiment ça, tu dis à quoi bon les sacrifices pour au final, pour ça, quoi. Et après, c'est reparti, quoi. Tu te dis, ah bah non, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu rates une course, ouais, tu réfléchis. Après, ça dépend comment tu rates ta course. Si tu la rates complètement, bah là, il n'y a pas à réfléchir. Ouais. C'était pas bien. Et maintenant, quand tu réussis une course vraiment bien, il y a peut-être aussi parfois un déblocage qui te dit, je suis capable de le faire aussi. Mhm. Parfois, tu ne t'imaginais pas. Quand j'ai fait 28-46, je venais de 29-20. Moi, je m'étais dit, si un jour dans ma vie je passe en dessous des 29, ce sera déjà exceptionnel, quoi. Et là, je suis largement passé en dessous. Et peut-être que, je sais pas, j'en ai plus fait depuis. Mais là, je me suis dit, ah oui, en fait, j'y arrive, quoi. Mhm. Et donc, ça te motive vraiment encore plus pour l'entraînement. Tu te dis, ben, ça veut dire que je peux faire encore mieux, quoi. Si j'ai réussi une fois, c'est que. Ah, moi, j'ai eu ça à Lille, enfin, sur le 10 km. Je suis passé en 16-19, et, enfin, au premier 5 km. Et la semaine d'avant, à la Louvière, j'avais fait 16-44, je crois. Et enfin, tu vois, genre sur le 5 km à Lille, je me suis senti beaucoup mieux que sur le 5 km à Charleroi, alors, pas à Charleroi, à la Louvière, alors qu'il y avait que 5 km. Et mentalement, je me suis dit, bah, en fait, je suis capable. Ouais, tu te le dis. C'est vrai que souvent, je pense qu'on se met des barrières. On se dit. Bah, c'est vrai c'est pas qu'on se repose tous ses acquis, mais quand on fait des bons chronos, on se dit bah c'est déjà bien. Je suis déjà content d'être là. Il y a plein de gens qui aimeraient bien faire ce chrono à tous les niveaux. Hein. Ouais. Que ce soit que tu cours en 40 minutes, en 30 minutes, même en 50. Tout le monde peut se dire bah, je suis déjà content d'arriver à ce niveau-là. Il y en a plein derrière qui aimeraient bien, qui n'y arrivent pas. Et donc tu te dis bah même si jamais j'arrive pas à faire mieux, bah c'est pas grave, j'ai déjà atteint ce niveau-là, c'est bien. Ouais. Alors que non, il y a encore moyen de faire mieux. Enfin, Ouais, tu peux toujours grappiller. ouais, c'est ça. Et donc le fait de faire une bonne course et de dire bah, là j'ai réussi, donc ça veut dire que j'y arrive, quoi. Maintenant, voilà, une mauvaise course, ça peut t'apprendre aussi énormément, hein, ça c'est sûr. Et ça te remet aussi, je pense qu'une mauvaise course, parfois ça te remet un peu les pieds sur terre. Ouais, les yeux en face des trous. Tu te dis, en fait, oui, j'ai fait une bonne course la semaine passée, mais en une semaine, tout peut changer. Oui, tu gardes un peu d'humilité quand même. Ouais, c'est ça. Avec, Et parfois, tu fais une super saison, tu te dis, punaise, je me sens super bien. Et après, la saison d'après, pourquoi ça se passe pas bien T'enchaînes les mauvaises performances, et là, tu te dis, ouais, en fait, rien n'est jamais acquis. C'est ça. Ça va tellement vite dans les deux sens que… Oui, c'est vrai. Tu penses que mentalement, tu as été chercher plus loin dans un entraînement difficile ou dans une course difficile? Mentalement, je dirais quand même… je réfléchis aux courses que j'ai faites, mais… J'irais quand même plutôt dans un entraînement. Mais en course, c'est déjà arrivé quand même. Quand tu dois vraiment te battre avec quelqu'un et tu lâches rien jusqu'au bout, ça peut arriver vraiment que le mental, ça peut arriver dans les deux. Mais c'est vraiment quand il y a une confrontation avec quelqu'un. Ouais, si tu fais une course, soit tout est premier ou alors il n'y a personne avec toi et que tu cours là, non, mentalement, c'est peut-être plus physiquement. Mais allez, parfois ça arrive vraiment qu'il y ait des courses où tu te bats avec quelqu'un, il passe devant, tu dois aller le rechercher et il y a des changements dans la course. Là, c'est mentalement qu'il faut rien lâcher, quoi. Ouais. Donc ça peut arriver en course, mais en entraînement aussi, quand tu es tout seul avec ta séance dure et que… Oui. Ouais, tout seul, c'est… C'est ça. Ou même parfois une séance où tu fais pas les temps parce que ça va pas, tu es tout seul et tu vas jusqu'au bout et tu arrives quand même à limiter, on va dire, la casse au niveau chrono. Là, tu dis mentalement, j'ai quand même été au bout, je me suis quand même battu et donc là, c'est vrai que ça… Oui, j'ai pas abandonné. Ouais, c'est ça. Et j'ai essayé quand même de faire le mieux que je pouvais. Je suis pas trop loin des chronos, donc là mentalement tu te dis allez, j'ai quand même au final, même si tu es un peu déçu, quand tu réfléchis, tu te dis bah je me suis quand même battu avec ce que je pouvais du jour. Et… Ouais. Est-ce que tu as parfois eu des moments de doute en course à pied, enfin ou…
Oui, bon, c'est arrivé hein, quand tu as une petite blessure. J'ai déjà été blessé, j'ai pas été blessé très longtemps, mais ça a duré quand même parfois 3-4 semaines où au début tu vois pas l'amélioration et tu te dis, enfin, si ça va pas mieux, tu penses déjà, je vais me mettre au vélo, à la piscine. C'est déjà arrivé. Ou alors la saison d'été passée, j'ai vraiment pas fait une bonne saison. Les entraînements ça n'allait pas trop, les compètes non plus. Et c'est vrai que quand tu enchaînes les mauvais entraînements, tu te retrouves pas tes bonnes sensations. Bah, à certains moments, tu te dis, ça devient un peu pénible, quoi. Ouais. Ouais, quand il n'y a pas d'amélioration, que Tu te sens pas bien en courant, t'as pas les bonnes sensations, tu retrouves pas le plaisir. Là, c'est vrai que parfois, tu te dis, mais sinon, c'est vite passé. Je me suis jamais vraiment dit, j'en ai marre et je t'as comprends le jamais plaisir. voulu mais c'est tout, arrêter. quoi. Non. Ça n'a pas duré très longtemps, quoi. La passion reste là. Pour l'instant, ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la compétition? Dans la compétition, c'est la sensation une fois que tu as terminé. Tu t'es vraiment donné, tu as donné tout ce que tu avais et tu sens que tu n'aurais pas pu faire mieux. Que tu as été au bout de toi-même. Ouais, tu as vraiment tout donné, tu t'es vraiment battu avec ce que tu avais. Maintenant, dans la compétition, c'est vrai que la rencontre avec les autres avant la course, après la course, c'est vrai que pendant la course, bon, là, chacun pour soi, Oui. ça reste la compétition, mais les rencontres avant, après la course, tu rencontres vraiment quand même plein de gens à chaque course que tu revois et quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quand même c'est assez chouette, quoi. C'est des gens que tu vois que en compétition, c'est pas des gens que tu vois aux entraînements réguliers, tu les vois que à ce moment-là, donc c'est toujours dans des moments un peu de stress et tout. Ouais. Je trouve que c'est assez sympa. Mais sinon, ouais, le fait de surpasser. Et bon, c'est quand tu passes la ligne et que tu bats ton chrono ou quoi, là, la sensation à ce moment-là, elle est quand même chouette. Hein. Tu te dis toutes les heures de travail pour ce moment-là, quoi. Oui, et puis tu as l'impression d'avoir été au bout de toi-même parce que tu n'as jamais fait mieux. Donc, Oui, voilà, c'est ça, tu dis, voilà, voilà. Et puis tu vois ton entraîneur qui est content, les gens qui sont contents. Ouais. Et puis quand tu vas en compétition, ce qui est chouette aussi, c'est tu regardes les autres courir, les autres du club, les autres qui progressent, donc c'est un peu tout le groupe en même temps, quoi. Par contre, ce qui est moins bien, c'est l'avant-compétition, ça, sur la ligne. Ça, c'est… T'es toujours stressé, toi? C'est un peu stressé, mais c'est surtout, je me dis, qu'est-ce que je fais là, quoi. À chaque fois. À chaque fois, la seule envie que j'ai, c'est d'arrêter. Et le pire, c'est les courses sur route, parce que moi, je déteste les départs. Enfin, les départs, moi, c'est la catastrophe. J'ai un gros problème. T'aimes pas la foule? J'aime pas trop et je démarre pas, enfin, j'arrive pas à vraiment pousser, démarrer vite, donc je me fais pousser dans tous les sens. Et donc, quand, par exemple, sur la ligne de départ, et puis ils ouvrent tous les sas là, donc tout le monde pousse. Là, surtout c'est 5 minutes à l'avant, donc tu as le temps de penser. Là, j'ai une seule chose que je me dis, c'est j'ai envie de sortir. C'est vrai en plus. À chaque course, je me dis, je m'en vais, c'est fini, quoi. Après, une fois que c'est parti, c'est bon. Hein. Mais les 5-6 minutes là, à ce moment-là où tu te sens… c'est… À mon avis, il y a d'autres gens, je pense qu'il n'y a pas que moi, enfin j'espère. C'est vraiment, je déteste. Ouais. Et le stress avant la course, avec les années, tu l'as conservé ou maintenant ça va, tu arrives à être… Le stress est toujours là. Maintenant, le stress en lui-même, on va dire qu'il est pas négatif. Ouais. Il m'a jamais, je pense pas qu'une fois le stress m'ait vraiment empêché de bien courir. Sur piste, voilà, en cross, il y a toujours un peu de stress, mais ça va. Mais c'est vraiment sur route, mais c'est même plus que le stress là. Je pense qu'à force de mal démarrer, je me suis aussi tu as eu un blocage vicieux et ouais. Et donc je sais que ça va pas aller, donc je pense aussi, quoi. C'est un peu auto-réalisateur. Ouais. Je pense que je me sabote un peu au départ, mais ouais, les départs c'est vraiment une cata, quoi. J'ai fait le championnat de France de cross cette année. On était 400 au départ d'un cross, donc j'avais jamais vu ça. Parce que le départ d'un cross, c'est pas non plus… Et en fait, j'étais en dernière ligne, mais vraiment… En fait, il y avait les box pour les équipes, donc eux, ils avaient leur place. Et puis, il y avait tout le reste. Mais les gens étaient là près 20 minutes avant le départ. Et moi, je suis arrivé. Donc, vraiment, au final, je me suis dit, je suis là. Donc, j'étais derrière, debout, tranquille, tout le monde devant. Je me dis, de toute façon, je ne sais rien faire, je suis bloqué. Et j'ai démarré, j'ai regardé autour de moi. J'étais dans les 50 derniers.
Et j'ai quand même fini, je sais pas, 54, un truc ainsi. Donc ça veut dire que j'ai quand même dû dépasser quasiment 400 personnes, quoi. Donc là, je me dis, il y a un problème, quoi, c'est pas normal. Mais en fait, le fait, enfin les départs comme ça en foule, je pense que, enfin, si t'es devant, ça te met dans un rythme où, enfin, t'es vraiment dans le rouge, j'ai l'impression, parce que t'es un peu poussé par les autres. Après, normalement, ça se tasse assez vite. Si ça se tasse assez vite, ça va. Mais le problème, c'est que quand t'es trop loin derrière, tu sais même pas dépasser au début, donc t'es vraiment dans un rythme. Au début, t'es dans un faux rythme, mais vraiment trop lent, quoi. Mais quelque part, est-ce que ça te préserve pas aussi pour la fin? Peut-être un peu, mais là, c'est trop loin quand même. Pour dépasser, quoi, je faisais l'extérieur, tu fais un sprint pour dépasser un petit groupe, puis tu ralentis pour reprendre ton rythme. Enfin, je pense que tu perds quand même un peu d'énergie. Il faudrait un juste milieu entre les deux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est trop derrière. Pas trop devant, mais pas trop derrière. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et je fais avec, hein, c'est pas grave. Tu fais combien de compétitions par an? Bonne question, ça. Tu ne sais pas? Bah, en général, en été, donc, à partir de mai, c'est la piste. Donc la piste, j'en fais peut-être... ici, je vais en faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Peut-être 7. 7, 8 peut-être, je sais pas. Les intersaisons, on fait un peu de route. Donc j'en fais peut-être... Je pense que je vais faire un semi-marathon en octobre. T'as déjà fait? J'en ai fait un à Paris l'année passée, j'en ferai un à Lille normalement. D'ailleurs, je sais pas c'est quand les inscriptions. Ouais, c'est toujours le bordel, il faut... J'ai pas regardé. Il faut se mettre devant l'ordi, sinon... Puis quelques crosses en hiver. Allez, on va dire des compétitions importantes, peut-être... Parce qu'il y a les compétitions de préparation, on va dire, où je m'entraîne de la semaine. Allez, quand je fais des crosses de prépa, je me suis entraîné toute la semaine très dur et je fais quand même le cross. Donc c'est une compétition, mais sans être prêt, tu vois. Je ne me suis pas focalisé là-dessus. Par exemple, championnat de France, les demi-finales, pour se qualifier, je me suis dit, bon, logiquement, ça devrait aller. Donc j'ai quand même fait du seuil toute la semaine et je me suis entraîné très dur la semaine. Et donc je ne me suis pas focalisé là-dessus. Les vraies compétitions où tu prévois, où tu fais attention la semaine avant, tu fais moins. Bon, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être une dizaine, allez. Ok. Et l'intervalle de temps entre deux grosses courses, c'est à peu près combien de temps? Enfin, ça peut varier. Ça peut varier. En fait, si je fais de la route, donc des 10 sur route, c'est quand même plus long là. J'en mets pas, je vais pas en enchaîner, quoi. J'ai fait le semi par exemple en octobre, j'ai fait un 10 en janvier, puis je fais le 10 ici en avril. Bon, entre-temps, j'ai fait le championnat de Belgique de cross et le championnat de France de cross. Donc voilà, là, mais tu fais jamais à 2 semaines d'intervalle 2 grosses courses? Vraiment deux grosses courses. Bah, ici, j'ai fait Lille la semaine passée, mais moi, je me suis quand même préparé. Mais je me l'ai plus pris comme une préparation aux 10 de Valenciennes. Quoi. Ça. Maintenant, vraiment, allez, 2 gros 10 où je vais faire un chrono, généralement, non, je ne fais pas 2 semaines d'affilée. Et sur piste, même chose. Hein, par exemple, sur piste, j'essaie de faire un 1500, un 3000 avant le gros 5000. Et c'est le gros 5000 qui est vraiment prioritaire. Et le 1500, 3000, j'essaie de faire mon record. Mais voilà, c'est plus en prépa du 5000, quoi. Tu fais souvent ça, des courses, des compétitions plus courtes? Bah, j'aime bien, moi. Comme ça, tu fais un 1500, tu le fais vite. Et quand tu fais ton 5000, que tu passes au 1500, tu te dis, ah, bah, ça va, je suis bien, parce que la semaine passée… c'est plus facile aujourd'hui. Je suis passé 10 secondes plus rapide, un peu plus, mais… Donc ça, moi j'aime bien, faire ça, j'aime bien. C'est vrai que ça met du rythme. C'est ça. Bah, par exemple, cette année, le 5000 que je prépare, la semaine d'avant, c'est les interclubs. Donc d'office, il y aura un 3000 avant, quoi. Tu fais ton planning pour les compétitions sur un an? Enfin, je veux dire, tu prévois tout à l'avance ou… Non. Dans ma tête un petit peu, mais sur un an, non. On prévoit… Ici, voilà, on a fini la saison hivernale. Là, j'ai fait un peu de course sur route. Donc, on va faire la préparation en stage. Je vais faire ma préparation, beaucoup de seuil. Et après, à partir de mai, on va commencer à préparer l'été. Donc, je pense que fin avril, on va vraiment voir un petit peu… Bah déjà, le mois de mai, on sait déjà que ça va être le 5000 à l'IFAM. Après, je ne sais pas encore trop. Non, ça s'adapte un petit peu. On n'a pas toujours les compétitions tout fort à l'avance non plus.
Donc je sais plus ou moins vers où je me dirige. Je sais que j'aimerais bien faire un SMI en octobre. Je me suis déjà inscrit pour le 10 de Valence de l'année prochaine, mais voilà, ça reste un petit peu, voilà, il y a les crosses en hiver, la route un petit peu en hiver et la piste en été. Pour l'instant, ça reste plus ou moins comme ça, mais ça peut varier quoi. Ça peut varier avec la fatigue, avec les blessures. Parfois, je me dis je vais faire ça et au final, je me dis non, je me sens pas prêt, ça sert à rien, je le fais pas quoi. Valence, c'est vraiment la meilleure course pour battre un chrono, tu penses? Moi, je trouve, ouais, enfin, je peux pas dire autrement. Oui, c'est là que c'est. Oui, moi je l'ai battu là, donc si je le bats à Lille, je vais dire que c'est Lille. Mais non, Valence, c'est peut-être exceptionnel cette année, hein, mais même les virages, ils sont super larges. Le parcours est mieux qu'à Lille. Moi, je trouve. Ouais. Je trouve. Après, c'est peut-être parce que je me sentais super bien ce jour-là. Hein. Ça tombe à Lille, un jour je vais le faire et ça va être encore mieux. Hein. Lille est exceptionnel aussi. Hein. Ouais. Mais moi, pour moi, pour l'instant, c'est Valence, c'est sûr. Ouais. Puis là, la densité est encore, j'ai l'impression, je pense qu'elle est encore supérieure, je pense. À Lille. Le problème de Valence, c'est un peu le départ, parce que on est un peu bloqué aussi au départ, un peu parfois compliqué de démarrer. Mais même chose, ça permet peut-être de partir aussi. Sans se cramer. Voilà, c'est ça, je pense. Mais ouais, Valence. Et la météo est parfaite, quoi. Au mois de janvier, c'est parfait. Après, cette année, il y avait 0 vent, enfin, c'était vraiment. Est-ce que tu as déjà été contacté par des sponsors avec ton niveau? Contacté, non. Non, jamais, personne. Non, après, je ne mets pas beaucoup sur les réseaux. Donc maintenant, ça marche beaucoup avec les réseaux. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que tu dois un peu être influenceur. Ouais. Après, je pense qu'il faut chercher aussi pour avoir des sponsors. Mais tu vois, j'avais eu Jogging Plus à un moment. Ouais. Parce que je connaissais des vendeurs de là. Niveau équipement, ils te fournissaient. J'avais eu 2 paires de chaussures et j'avais eu l'équipement, on va dire, réduit, à prix réduit. Ouais. Bon, c'était pas mal, hein, franchement, c'était chouette. Mais après, ils ont arrêté. Et puis moi, j'ai arrêté parce que. Eux, c'était du côté de Charleroi, enfin, plus par là. Donc, c'était un peu loin, quoi. Enfin. Ouais. Je pense Trax, ils font aussi ça. Il y a beaucoup qui sont sponsorisés par Trax. Mais à mon avis, il y a plusieurs. On va dire les plus forts qui ont plus d'avantages. Oui. Oui. Mais non, et puis de toute façon, ou alors il faut chercher. Il y a moyen, je pense qu'il y a moyen d'en avoir, mais il faut chercher et puis il faut faire des publications et tout. Oui, c'est. Comme je disais, tu dois un peu être influenceur si tu veux. Après, les athlètes professionnels qui vivent de ça, je comprends qu'ils cherchent et qu'ils fassent des trucs parce que c'est ce qui permet de gagner leur vie, pouvoir partir en stage, etc. Ça c'est normal. Mais moi, avec le boulot à côté. Est-ce que tu fais parfois des entraînements croisés avec du vélo? Enfin, tu as parlé un peu de la natation et du vélo, mais est-ce que c'est important pour toi? Tu le fais tout le temps? J'essaie de. Le vélo, j'essaie. En fait, en général, vélo, c'est vrai que j'aime bien rouler, mais j'ai pas vraiment de vélo. Parfois, je fais du VTT, je vais rouler ainsi, mais ça, c'est plus pour le fun. Je fais plutôt du rouleau parce qu'en fait, j'ai pas le temps non plus d'aller faire une séance de vélo en plus de tout. Donc, j'essaie de faire 1 à 2 fois par semaine du rouleau. Et natation, allez, j'essaie d'aller 1 fois par semaine. C'est pas toujours possible parce que les horaires de piscine, il faut que ça convienne avec mes horaires de boulot. Puis la piscine, mine de rien, même si on nage 45 minutes, il faut facilement 1h30, quoi, le temps d'aller jusque là, de se changer et tout. Ouais. Donc j'essaie d'aller 1 fois par semaine faire la piscine, soit sur le temps de midi, mais bon, il faut que je combine avec la course, donc c'est vraiment la course, c'est le cas de dit. Ou alors parfois le soir à 19h, mais ça c'est vraiment quand. Enfin, il faut que je finisse pas trop tard, quoi. Donc c'est compliqué parce qu'il faut caser les patients. Enfin, j'essaie 1 fois par semaine, mais. Tu penses que c'est vraiment bénéfique pour la course à pied d'ajouter ça? Est-ce que c'est indispensable, tu penses? Indispensable, à notre niveau, je pense. Indispensable, je pense pas. Maintenant, voilà, ça fait quand même travailler l'endurance. J'avais entendu quand même, je suis pas sûr, ça j'ai pas vraiment cherché, mais que le vélo était plus bénéfique que la natation apparemment. C'est le plus proche, je suis pas sûr. Parce que ça travaille les jambes comme la course à pied? Je sais pas, peut-être plus au niveau cardio, je sais pas, je suis pas sûr. Ce que j'avais entendu, maintenant, c'est vraiment pas sûr du tout. C'est vrai que ça permet de rajouter un peu d'activité physique sans me blesser, sans rajouter de charge. Donc je trouve que ça c'est pas mal quand même. Moi j'aime bien. Maintenant voilà, si c'est aller à la piscine juste pour dire ça et qu'on déteste ça, faut pas que ça devienne un calvaire non plus, quoi. Maintenant moi comme j'aime encore bien, ça varie.
ça change un peu, moi j'aime bien, donc je me dis que ça peut être un plus, quoi. La piscine, moi, je trouve qu'il y a le côté automassant qui. Enfin, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça détend aussi. T'es dans l'eau, Ouais, c'est ça. une fois que t'as fini de nager, tu restes un peu dans l'eau, t'es bien, Ouais. t'es apaisé. Musculairement, enfin, je trouve que ça fait vraiment du bien aux jambes. Ouais, ça c'est vrai. Et au dos, enfin. D'ailleurs, quand il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes qui viennent chez le kiné, le médecin leur a dit il faut faire de la piscine, quoi. Ouais. C'est le premier sport à faire et Oui, c'est pas traumatisant. c'est ça, ouais, c'est vrai que c'est un bon sport, hein, donc c'est bien. Qu'est-ce que tu préfères dans la course à pied? Qu'est-ce que je préfère dans la course à pied moi, c'est vraiment le fait. Allez, quand tu vas juste faire un footing comme ça, donc t'as pas besoin vraiment de regarder, enfin, t'as ta montre, mais tu fais pas attention vraiment au chrono ou quoi. Oui. Et là, tu es tout seul et t'as vraiment le temps de penser. Tu penses à plein de trucs, quoi. Tu t'imagines plein de trucs. T'es un peu dans un monde à part pendant ce moment-là, quoi. Dans ta bulle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une forme un peu de méditation. Ouais, tous les soucis que tu peux avoir à ce moment-là, tu penses plus trop. Ils sont. Au début, tu les as en commençant, et puis à force de courir, tu penses à tellement de trucs et tu te sens bien. Et voilà, ça s'en va. Il y a cette partie-là. Et puis il y a le côté, on revient aux entraînements un peu plus difficiles, où tu sais, avant, tu n'as pas envie. C'est comme les courses, hein, tu sais que tu vas avoir mal et tout. Et puis une fois que tu as fini, mais tu es tellement bien, quoi, de l'avoir fait. Ouais. C'est vraiment la meilleure sensation du monde, quoi, une fois que tu as fini. Ouais, c'est vrai. Tu fais le retour au calme, tranquille avec les gens du groupe. Et c'est le moment. L'échauffement, t'es pas bien parce que t'es un peu stressé, et puis le retour au calme. Et alors, on s'était dit ça justement le mercredi ici, il faisait super bon, on faisait le retour au calme, et on se disait la seule chose qui manque, c'est qu'il soit vendredi soir, quoi. Le vendredi soir, retour au calme quand il fait beau, mais ça, c'est la meilleure sensation du monde, quoi. Ouais. C'est simple, mais c'est fort. Ouais, je pense que les gens qui ne l'ont pas vécu, peuvent se l'imaginer, mais c'est difficile à l'intégrer si tu l'as jamais vécu. Enfin, c'est une sensation très particulière. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire des séances où c'est quand même mal, quoi. Ouais. Pour avoir ce ressenti-là après, je trouve. Les séances où tu fais juste courir, tu te sens bien quand même d'avoir couru, hein, parce que ça c'est vrai. Mais t'as pas la même sensation que quand tu t'es vraiment fait mal et que tu sens que t'as bien donné et ça t'a vraiment, enfin voilà quoi, t'as été au bout, moi quoi. quand je fais une séance comme ça, le soir, j'ai parfois du mal à m'endormir. Tu sais que l'excitation et C'est vrai qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disaient qu'après une course, une grosse séance, ils avaient du mal à dormir. moi c'est plutôt à m'endormir, à dormir pas forcément. Ouais, c'est mais... le temps de s'endormir, quoi. Ouais. Moi, j'ai tellement pas de mal à m'endormir. Ah ouais, c'est pour sommeil profond et On-off. bah quasi, ouais. Le matin pour se lever, c'est très difficile, donc ça ça va. Pas toutes les nuits, hein. C'est vrai que la veille d'une course, parfois tu dors pas bien. Moi, parfois je dors pas bien. La veille de la course. Tu penses et j'ai du mal un peu à dormir. Mais parfois on dit que c'est pas forcément la nuit, la veille de la course qui est le plus important. Souvent c'est la semaine avant qu'il faut bien dormir. Ouais. Et que la veille, si tu dors un peu moins bien, c'est pas forcément trop grave. Si tu as bien dormi de la semaine. Pendant une année, tu fais combien de stages? C'est un par an ou plus? C'est pas très régulier. Ça m'arrivait parfois d'en faire 2. Mais ici, ça faisait 1 an que j'en avais plus fait. Donc là, j'en ai fait 1. C'est en fonction de tes opportunités. Ouais, c'est ça. En fonction de si je trouve des gens qui partent ou. Ouais, c'est ça. Et puis, partir en stage, c'est toujours aussi un petit sacrifice parce que tu sais que tu pars en stage, tu pars pas en vacances. Ouais. Et voilà, si je pars 2 semaines en stage, donc je sais que je vais travailler juillet-août, sans vacances, quoi. Ça, je le sais déjà. Et voilà, quoi. Pour toi, qu'est-ce que la clé pour performer en course à pied? Bon, comme on le dit toujours, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de génétique, hein. Ça, on ne peut pas le nier. Oui. Je pense qu'en fonction des fibres musculaires qu'on a dans le corps, même si on peut s'améliorer, à la base, il y a des gens qui sont faits pour aller vite, il y a des gens qui sont faits pour courir longtemps, il y a des gens qui ne sont pas faits pour courir. Ça se voit, ils le disent eux-mêmes, même si on peut s'améliorer, hein, mais je pense qu'il y a quand même une part de génétique à la base. Maintenant, voilà, si on n'a que la génétique, Oui, il y a le travail qui est important. il y a le travail qui est hyper important. Donc, la plus grosse part, oui, c'est quand même l'entraînement, quoi, et la régularité dans l'entraînement. Oui, avoir toujours des bons entraînements
pas trop de périodes de coupure. C'est ça, les gens qui se blessent régulièrement, bon, c'est pas de chance, mais malheureusement, c'est à chaque fois un arrêt. Ouais. Donc ça rend c'est difficile d'arriver à son sommet parce qu'on est chaque fois arrêté, quoi. Que quelqu'un qui s'entraîne pendant, allez, parfois ça dure 5, 6, 7 ans, il faut s'entraîner pendant plusieurs années régulièrement et on progresse et on finit par arriver à un très très bon niveau, quoi. Bah, c'est vrai que si tu n'as jamais de période de coupure, que tu arrives à te préserver, c'est comme ça que tu peux avoir Je pense que ça c'est vraiment quelque chose la bonne progression. qui permet d'arriver très haut. Maintenant voilà, les sportifs qui sont déjà de très haut niveau, parfois ils se blessent et ils reviennent à leur niveau Oui. relativement rapidement, mais Et là, c'est tellement intensif que… et puis ça dépend aussi de chacun. Il y a des gens, la récupération de chacun après une blessure et le mental toujours. Hein. Parfois après une grosse blessure, c'est dur. Il y en a qui reviennent jamais hein, mentalement. On n'a plus envie de. Et je comprends. Parfois c'est compliqué. Hein. Comment ça se passe ta récup après une course? Tu fais des trucs en particulier ou non? Bon, je fais normalement une récup, quoi, footing. Oui. Non, mais tu vois, genre, je sais pas, le jour d'après ou. Je fais un footing le lendemain. Ouais, tu fais rien de spécial? Non. Je fais un footing le lendemain, vraiment cool. Vraiment sans. Même tu regardes pas le chrono, quoi. En fonction des sensations, quoi. Parfois c'est plus rapide, parfois c'est très lent. Et sinon. Tu fais genre 1 heure, tu pars. Ouais, je pense que c'est plus ou moins 1 heure, ouais. 1 heure tranquille, mais sinon. Non. Et niveau alimentation, tu fais rien de spécial non plus après la course? C'est pas genre de manger un peu plus ou. Non? Pas spécialement. Non. Non, pas forcément à ce niveau-là. Est-ce que tu te vois faire des longues distances un jour, genre marathon ou plus? Bon, marathon, oui. J'aimerais bien un jour quand même. Hein. Ouais, quand En même. faisant des semis, il n'y a pas le choix. Mais pour l'instant, c'est pas encore. À l'ordre du jour. Non. Tant qu'il y a des progressions sur 5000, on va rester là-dessus. Pour toi, courir à la sensation, ça reste important ou, enfin, je veux dire, privilégier l'écoute de son corps par rapport, tu vois, aux data. Je dirais que ça dépend un petit peu des séances. Il faut un peu des deux, je pense. Maintenant, voilà, je pense que quand tu fais quand je fais des footings où il n'y a pas de footing lent ou quoi, bon, là je regarde la montre quand même pour voir où j'en suis, mais je m'adapte beaucoup plus facilement. Les jours, parfois, voilà, j'ai été courir jeudi, il faisait quand même fort chaud à midi, c'était 1 heure, je sentais qu'il fallait aller moins vite, quoi. Par rapport à d'habitude, parce que il faisait chaud, l'entraînement de la veille avait quand même été. Ça avait été des 1000, mais dans la chaleur, donc ça avait quand même fatigué un peu les muscles. Donc là, je sentais que j'étais quand même fatigué, donc d'instinct, je sentais qu'il faut que j'aille moins vite, sinon je pouvais garder mes chronos, mais j'aurais dû donner. Et c'était pas le but 2 jours avant une course, donc là, oui, il faut calmer. Pardon. Maintenant, quand je fais du seuil, je suis quand même fort proche de la fréquence cardiaque, mais tout en restant au niveau des sensations, parce que si j'ai l'impression qu'avec ma fréquence cardiaque, je reste au seuil 1, mais que je commence à être essoufflé et que je me dis non, là, c'est pas possible, je suis en train de dépasser mon seuil 1, ben là, je ralentis, même si ma fréquence cardiaque me dit que je peux rester. T'écoutes quand même ton corps. Ouais. Maintenant, voilà, quand je fais une séance vraiment très spécifique où il faut aller très vite, voilà, j'écoute pas mon corps. Hein. Là, c'est… Je regarde le chrono et je réfléchis plus et tant pis. Hein. Donc, coûte que coûte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, je pense qu'il faut quand même écouter son corps parfois. Surtout, en plus, quand tu travailles à côté, que tu n'as pas que la course à pied, qu'il faut… mine de rien, voilà, tu as ton boulot et ça fatigue quand même. Et de temps en temps, c'est normal je pense, de ne pas être au top non plus. Oui, c'est ce qui peut, je pense, te permettre de te préserver et pas casser… Oui, c'est ça, voilà. Il ne faut pas vouloir toujours aller vite, faire ses chronos. Parfois, des footings. D'ailleurs, on le voit, hein, beaucoup de pros qui font des footings très très lents, quoi. Les endus, tu es à quelle fréquence cardiaque? Enfin, tu les fais à quelle zone? Je cours vers 4-10 à mon avis. Ouais. Et ta fréquence cardiaque à 4-10, c'est… 4-10, ça doit être… généralement, quand je suis avec ça, je suis à 130. 130.
Est-ce que tu penses que les coureurs débutants se trompent souvent dans leur perception au niveau du corps? J'ai parfois des patients qui commencent la course à pied. Ça dépend comment ils sont suivis, hein. S'ils vont dans un groupe déjà structuré et tout, c'est déjà mieux parce ils y vont progressivement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à courir et je trouve qu'ils sont vite à fond en fait. Ils disent qu'ils vont courir 5 km et ils sont déjà épuisés à la fin, quoi. Ouais. Le problème en fait, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais couru, qui n'ont pas l'habitude, donc pour pas être épuisés, c'est quasiment de la marche en fait pour eux. Donc c'est vrai que c'est difficile à leur dire, mais commencer par course-marche, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Et c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas envie de faire ça. Quand on commence à courir, ce qu'on veut, c'est courir 5 km. Mais je pense que arriver au bout de tes 5 km et te dire je suis épuisé, j'ai plus de jambes, ça va faire une chose, c'est un peu de dégoûter, quoi, aussi. Mais je sais que c'est pas facile, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui veulent peut-être aller trop vite aussi. Je pense que c'est l'erreur classique. Et toujours vouloir trop vite faire trop de kilomètres, quoi. Se dire j'aimerais bien faire un semi, un 20 km. Ouais, t'en as jamais fait, tu vas faire un marathon. C'est peut-être. Du coup, on a beaucoup de patients qui arrivent comme ça blessés parce qu'ils nous ont dit bah ouais, on a essayé de commencer à courir et on s'est vite mis sur préparer un 20, donc il fallait absolument faire des 12-13 km. Bah oui, on va pas arriver au 20. Et donc ils se blessent aussi parce que le corps n'est pas prêt à recevoir cette charge-là, il n'a jamais été habitué, donc il faut y aller. Le corps, il faut le charger progressivement, comme dans tout, hein. On fait de la muscu, ben on va commencer avec 100 kg, on va commencer les poids plus légers et monter progressivement. La course, c'est le même. Il faut augmenter la charge progressivement, en fait, pour éviter les blessures. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui, justement, veut se mettre à la course à pied, qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut voir déjà si c'est quelqu'un qui fait déjà du sport ou qui n'en a jamais fait. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Déjà il faut quand même si on ne court pas beaucoup, il faut quand même des baskets adaptées, pas des sandalettes. Ouais, c'est ça, parce que parfois il y a des gens, on dirait qu'ils courent avec des trucs. Donc déjà ça, et puis en fait il faut commencer vraiment doucement, et si c'est vraiment des gens qui sont très très loin dans le niveau sport, il faut vraiment commencer de marche-course pour pas arriver à la fin des premières séances en étant au bout du bout et se dire ça me fatigue trop et si ça devient un poids, que c'est fatigant, usant, ils vont pas vouloir forcément faire tous les quoi. jours dès le début. Non, c'est ça. Après, ça j'avais vu en formation, il vaut mieux faire des petites séances régulières, donc peut-être 3-4 fois semaine, plus que de faire une fois par semaine une grosse séance, quoi. Ça, c'est le pire. Les gens qui disent j'ai pas le temps la semaine, je cours pas, donc le week-end, je cours 10 km. Ça, c'est le pire pour se blesser. Il vaut mieux faire, même si on fait 3 km et 4-5 le week-end, c'est beaucoup mieux. Fractionner son effort. Ça, c'est beaucoup mieux. Parce que si toute la semaine, le corps ne fait rien, et puis d'un coup, on lui impose 10 km, alors il s'habituera jamais. D'un coup, on lui impose une grosse charge, et pendant toute une semaine, il ne fait plus rien, il se dit ça va, tranquille. Donc il vaut mieux fractionner aussi. Maintenant, oui, il faut s'adapter. Si c'est quelqu'un qui faisait du foot, du basket et tout, là, on peut déjà aller plus loin, je pense, quoi. Il peut déjà. Oui, s'il y a une base sportive. Je pense que là, il peut commencer déjà à faire plus de footing, 5-6 km. Et puis voir en fonction des objectifs des gens aussi. Qu'est-ce que c'est votre objectif? Est-ce que c'est courir pour le plaisir? Est-ce que vous voulez préparer un 10 Où est-ce qu'on veut arriver, quoi? Et puis mettre progressivement en place des séances un peu plus d'intensité. Mais pour mettre des séances d'intensité, il faut être capable déjà de courir à 5 km. Savoir courir facile 5 km, quoi, sans arriver essoufflé. Parce que si on est déjà essoufflé après 5 km, on ne va pas lui demander encore de faire des 30 secondes à fond, quoi. Ou accélérer. Je suis déjà à fond. C'est ça. Il y a des gens qui font parfois de l'intensité. En fait, c'est leur truc de course, quoi, quasiment. Ils n'arrivent pas à aller beaucoup plus vite, donc ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Comment tu te vois dans 10 ans? Franchement, je ne me vois pas dans 10 ans. Toujours course à pied quand même? Je ne sais pas. C'est pas. Je fais un an à la fois, un jour à la fois, et tant que ça va, je continue comme ça, tant que j'aime bien. Le jour où j'aimerais plus et ça me pèsera, j'arrêterai. Mais après,
Ouais, du sport, je pense que. T'en feras toujours? Ouais, je pense. Une fois que tu as commencé, tu peux plus Oui. arrêter parce que. Et puis en étant kiné, tu vois tellement de gens qui ont arrêté le sport en commençant à travailler et qui arrivent vers 50 ans, qui veulent recommencer parce qu'ils sentent qu'en fait, ils n'ont plus aucune condition physique, quoi. Ouais. Plus rien du tout, et il y en a beaucoup, quoi. Et ça, oui, ils montent les escaliers, ils sont essoufflés, mal aux genoux, mal. Donc ouais, j'ai arrêté, non, jamais ça. Maintenant, je sais pas si ce sera la course à pied. Oui, moi je trouve que même juste mentalement, ce que ça te procure. Oui, aussi. C'est. Enfin, en fait. Il y a moins de dépression quand tu fais du sport, ça. C'est ça. Tu te sens mieux. C'est vrai que, enfin, ça arrive parfois que des gens de l'extérieur disent un peu, vous êtes drogué. Ouais. Comme une drogue, en fait, ouais, c'est. D'un côté, on peut pas dire que ça soit faux. Il y a un peu de ça. Parce que, enfin, on aime ça, il y a un peu une forme de dépendance. Mais moi, je trouve que dire que c'est une drogue, c'est trop réducteur. C'est pas comme si tu allais prendre de la cocaïne ou. Bah, c'est ça, ouais. Enfin. Oui, non, c'est clair. Ça t'apporte pas. Il y a pas de. Tu fais pas de bad trip en faisant de la course à pied, quoi. Oui, non, c'est vrai, tu vois toujours. Ouais. Et puis, c'est vrai que. Bah, moi, parfois, j'arrive d'avoir une semaine de repos, jusqu'à j'arrête de courir une semaine. Ça va, c'est pas comme si tous les jours je me dis ouf, faut absolument que j'aille courir. T'es pas en quoi. mode en train de trembler, ça, ouais. J'ai besoin de ma dose. C'est ça. Ça arrive parfois quand t'es blessé, pas ça, mais c'est plus dans ta tête où tu dis allez, je suis en train d'arrêter pendant 2-3 semaines et je suis en train de tout perdre, quoi. Ouais. Et c'est plus à ce niveau-là, quoi. Tu te dis je dois recommencer à zéro et. C'est que c'est un peu une addiction quand même, mais c'est pas. C'est une addiction saine. Enfin, pour moi, c'est. C'est une passion, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça peut devenir malsain pour certaines personnes si ça devient vraiment tout le temps et qu'on s'en fait vraiment une maladie et qu'on n'est vraiment pas bien parce que j'ai pas été courir, je suis vraiment pas bien, je me punis quasiment. Là, ça peut devenir malsain, je pense. Mais c'est quand même rare, je pense. C'est vraiment des gens qui sont psychologiquement pas super bien et là, oui, mais c'est rare quand même, je pense. Ça peut arriver quand même, moi, je pense. je crois que, si ça reste une passion, pour moi, que tu sois passionné par le dessin, par oui, voilà, tant que ça reste une passion et c'est ça. Et pour moi, ça n'a pas d'effet négatif sur ta vie. C'est un peu une drogue, une passion. Et donc c'est pas pas négatif, quoi. C'est pas comme si t'allais te saouler au café et que. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ça, oui, voilà, c'est ça. J'allais dire ça n'altère pas le corps, mais bon, si tu cours beaucoup aussi quand même. Un petit peu quand même, mais. C'est quand même. Maintenant, voilà, moi, j'avais vu des études. Ils avaient fait un comparatif entre des gens qui ne courent pas, qui ne font pas de sport sédentaire, des gens qui courent mais de façon sport santé, donc ils courent 3 fois semaine, maximum 30 km par semaine, quoi, cool. Et des gens qui font vraiment du haut niveau, quoi, donc vraiment courir beaucoup. Donc les gens qui courent, c'était sur l'arthrose de genou par exemple, les gens qui courent 3 fois semaine ont moins d'arthrose. Par contre, entre sédentaires et les gens qui courent beaucoup, il n'y a pas de différence, quoi. Ils ont plus d'arthrose que les sports santé, mais ils en ont pas. Enfin, il n'y a pas de différence entre les sédentaires et les sportifs de haut niveau. Okay. Donc c'est bien la preuve que oui, ça abîme un peu plus. On le sait, de toute façon, ça c'est clair. Mais par rapport à des sédentaires, c'est pas moins bon. Mais ça procure tellement d'autres choses positives que. C'est ça, tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, on sait bien. De toute façon, ça, quand j'ai fait ma formation kiné du sport, ils nous l'ont toujours dit. Un sportif de haut niveau, on n'est pas là. Quand on fait de la kiné pour lui, on n'est pas là pour sa santé. Ça, il faut le dire clairement, sportif de haut niveau. On soumet quand même le corps à des un peu trop fort, ça c'est clair, mais il faut le savoir, c'est tout. C'est pas dramatique. C'est comme ça, mais il faut l'accepter. Et voilà, si on ne l'accepte pas, si on ne veut pas, alors on se dit non, alors il faut rester dans la case sportif plaisir, varier les sports, le faire sans forcer et pas d'excès, quoi. Mais voilà, il faut juste le savoir, quoi. Le haut niveau, c'est pas bon pour la santé. Enfin, je veux dire, quand je dis c'est pas bon pour la santé, tu vas pas être en meilleure santé si tu fais plus de sport que. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on dépasse certaines limites, ça c'est clair. Mais voilà, les gens généralement le savent et c'est comme ça. Et puis voilà, c'est la vie. C'est un choix. C'est un choix et puis voilà, on choisit, quoi. Et on ne sait pas ce qu'on va être dans 10 ans, donc autant. Oui, il faut si on aime bien en tant que. profiter si on aime. C'est ça.
Est-ce que j'ai posé cette question? Non, je crois pas. Ton plus beau souvenir en course? Dans une course alors? Oui, ou dans un entraînement? Enfin, en course à pied, quoi. Je réfléchis un peu. T'en as pas forcément un en tête? Non, ça vient pas comme ça. Bah, en course, le plus beau, c'était. Je pense que c'était quand j'ai fait moins de 14 minutes sur 5000. C'était C'était où? sur piste, c'était au Stade Roi-Baudouin déjà. Ah oui. Et mon entraîneur était là et tout, donc Il y avait de l'émotion. ouais, c'était pas mal, ouais. Ce souvenir-là en course, au Stade Roi-Baudouin en plus, donc c'était. T'as C'était fini le dernier 400 en combien, tu te souviens? aucune idée. Je me souviens pas. Franchement. Et t'étais à bloc? Pas sûrement, ouais. Après, à bloc en fin de 5000, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, dans ta sensation, t'étais pas en train de craquer sur la fin, quoi. T'as su un peu. Ouais, non, je pense pas. Je pense que bon, le 4e kilomètre est souvent un peu plus compliqué, hein. Ouais. Mais ouais, non, ça c'était. C'était un beau souvenir. Ouais, sinon en entraînement, bah, il y a pas vraiment un souvenir en particulier, hein. C'est plus. Allez, quand tu as une séance dure et que tu cours tout seul, et puis que dans la dernière série, tu as quelqu'un qui vient, un ami qui court, qui a fini sa séance, qui vient de tirer. Ouais. Sur le coup, tu le maudis parce qu'il tire encore plus vite que ce qu'il faut. Et après, une fois que c'est fini, tu sens que tu as bien couru et grâce à lui, tu as réussi. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne sensation aussi. Maintenant, en course, les sensations qui sont chouettes aussi, c'est les bons souvenirs, c'est j'ai déjà tiré une fois ou deux des amis du groupe, quoi, sur un 3000 pistes ou quoi. Bah ça, c'est chouette parce que c'est stressant parce que tu dis il faut que j'y arrive et tout. Et une fois que tu y arrives et qu'ils arrivent à faire leur chrono, bah, c'est vrai que ça, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, vraiment le moment de partage. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, une fois, j'avais tiré deux amis. Donc, ils sont là derrière sur un 3000. Ils suivent. Il y en a un qui lâche, bon, tant pis. L'autre suit. Et puis, l'autre abandonne. Donc, je me retrouve tout seul. Donc, j'ai attendu l'autre, j'ai tiré l'autre. Mais là, c'était pas très, très réussi. Mais bon, c'est pas de ma faute. Mais ouais, ça c'est. Ouais. Sinon, ouais, aussi à Valence, ouais, le passage de la ligne en dessous de 29, là. Ouais. C'est surtout que c'était totalement inattendu cette fois-là. Enfin, j'aurais jamais cru pouvoir passer. Déjà sous les 29, ça aurait déjà. Enfin, là, pourquoi pas. Mais autant sous les 29, là, c'était. Il y avait combien de différence entre ton ancien record et Valence? Bah, il y avait 35 secondes. Ah oui, quand même. Ouais, non, franchement, que le 5000, c'était l'objectif de passer sous les 14. Quoi. Mais ouais, là, c'était vraiment. En fait, quand tu fais un chrono où tu t'y attends vraiment pas, enfin, c'est encore mieux parce que. Oui, c'est inattendu. Ouais, tu t'y attends pas, donc d'un coup, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi. Et du coup, là, tu réfléchis, genre, est-ce que sous les 28. Ouais, peut-être pas comme. Ça devient de plus en plus compliqué, là. Ouais, les secondes se payent de plus en plus cher. Bah ouais, après, c'est ce que tu te dis à chaque fois, au final, Ouais. pour l'instant, ça. Non, mais non, ça devient. Oui, si ça continue à tout le temps à baisser. Ouais, bon. Est-ce que la musculation en course à pied, tu penses que c'est nécessaire? Moi, je pense. Avant, j'en faisais, donc les dernières années, je faisais du gainage, j'en fais toujours. Ouais. Et puis, je faisais renfo, mais je le faisais comme ça, un peu n'importe comment, quoi. Je mettais parfois du poids, parfois j'en mettais pas. Enfin, et ici, depuis octobre, novembre, ça m'a bien aidé. J'ai été voir un kiné. Sa femme, elle court avec nous. Il travaille à Saint-Guilain. Et parce que lui, il a fait beaucoup de formations en course à pied, muscu, course à pied et tout. Et donc, je voulais avoir un peu des conseils pour savoir quoi faire exactement. Et donc, il m'a fait un plan sur plusieurs semaines en travaillant juste sur 3 exercices. Parce qu'il sait bien que je suis kiné et que j'ai pas non plus le temps de faire des séances de muscu d'une heure 2 fois par semaine. Donc, en fait, 2 fois par semaine, je fais la presse, les mollets sur la presse. Donc, avec les jambes, la presse? Ouais, et le hip thrust. Donc, ça, avec une barre. Ah, ok. Tu es sur le dos, tes épaules sont posées, tu dois remonter ton bassin vers le haut. Et en fait, lui, le principe, c'était d'arriver à travailler la puissance. Donc, ça veut dire travailler des charges pas trop lourdes non plus,
mais travailler le plus vite possible. En fait. explosivité, Ouais. ouais. Pour éviter de faire gonfler le muscle, parce que c'était pas le but. Ouais. En course à pied, le but c'est pas d'avoir du muscle, Ouais. c'est d'avoir de la puissance dans ton muscle. Et donc j'ai commencé à travailler, on va dire charge légère et beaucoup de répétitions. Puis on a fait charge un peu plus lourdement de répétitions, puis des charges très lourdes avec très peu de répétitions. Donc ça c'était 4 semaines à chaque fois. Et là maintenant je fais 2 fois par semaine, je fais 6 à 8 répétitions très rapides. Donc c'est un mouvement, il faut aller le plus vite possible, avec des charges un peu moins lourdes, pas les charges les plus lourdes pour pouvoir y arriver. Et c'est pour travailler plus la puissance. Et j'ai quand même l'impression que ça m'a quand même bien aidé parce qu'en cross je me suis senti… j'ai toujours eu du mal en cross. Quand il y a de la boue, que ça monte, je sens que j'ai aucune puissance dans les jambes. Tu avais plus de relance là? J'ai eu l'impression que ça a été mieux cette année. Donc je pense que ça m'a quand même vraiment aidé. Au niveau du gainage, qu'est-ce que tu fais comme exercice? Alors je fais c'est toujours un quart d'heure, soit je fais du gainage statique, ventre, côté dos, ou alors je fais du gainage dynamique, je fais en gainage, je monte les jambes, écarter les jambes, sur un ballon de bobat, là, tenir. Latéral, lever la jambe, enfin, soit de gainage statique, soit de dynamique. Et de temps en temps, je fais un peu renfort, mais là, je fais comme avant, je fais un peu tous les muscles, quoi. Les fessiers, les ischios, abdos, fessiers, enfin, un peu tout, quoi. Mais là, je fais pas vraiment avec du poids, je fais ça comme ça ici. Je fais vraiment 3 exercices avec du poids, quoi. Et là, avec le poids, tu vas dans une salle de muscu et tu… Non, en fait, j'en fais un ici parce que j'ai une barre. Ok. Bon, je m'adapte comme je veux, je mets mon tapis, je mets des coussins. Il faut 10 minutes pour installer le bazar. C'est artisanal. Ouais, franchement, ouais. Et les 2 autres, je fais au cabinet, j'ai une presse, donc je fais ça là. Ok. D'un point de vue de la récupération, la cryothérapie, les bottes ou ce genre de choses, tu en fais Alors moi, j'en fais pas du tout. Maintenant, pourquoi j'en fais pas? Parce que c'est vraiment le temps, je pense. Après, c'est que je pourrais. Enfin, non. Il y en a au cabinet où je travaille, mais bon, je ne vais pas encore rester une demi-heure de plus. Donc, j'en fais pas. Bon, est-ce que ça aide vraiment? Je pense que ça peut avoir un effet. Je ne dis pas que c'est ça qui fait tout, hein, mais c'est quand on est pro et qu'on veut tout maximiser. Je ne sais pas si ça se dit en fait. Tout maximiser? Bah si. Si, je pense. Je crois. J'ai eu un doute en le disant. Si, je pense que c'est correct. Enfin bon, quand on veut vraiment jouer sur tous les petits détails, bah oui, pourquoi pas le faire? Autant tout faire, quoi. Si on est pro et qu'on veut vraiment y arriver, même au final, même si ça n'aide pas, qu'on se rend compte qu'au final ça n'a aucun effet, bah ça ne coûte rien de le faire. Et si ça a un mini effet, bah c'est déjà ça, quoi. Maintenant, moi je le fais pas parce que oui, je pense que j'ai pas le temps. Et je pense que quand on n'a pas le temps de tout faire, il faut aller vers ce qui fonctionne le mieux, quoi. L'entraînement, la muscu, le sommeil. Les étirements, t'en fais J'essaie, mais j'en fais pas assez, je pense. Après, on est en train de dire que de plus en plus, est-ce que ça sert vraiment? Pas vraiment. Moi, j'ai des patients, ils viennent au cabinet, ils sont hyper souples, ils sont blessés. Il y en a, ils sont raides comme des piquets, ils sont pas blessés. Je pense que c'est bien de temps en temps de faire de la mobilité pour travailler les articulations dans toutes les amplitudes. Vraiment les chevilles, les genoux, faire des petits étirements, on le fait si ça nous fait du bien. Maintenant, il ne faut pas se focaliser là-dessus et se dire je ne me suis pas étiré, c'est grave et tout non plus, quoi. Plutôt étirement actif? Actif avant de courir, ça j'aime bien faire quand même. Des éducatifs, balancement de jambes, échauffement des mollets, des chevilles et tout, pour bien tout échauffer, mais ça c'est vraiment l'échauffement avant de courir. Et si on veut vraiment s'étirer en passif, pas avant déjà. Et plus en récup, ça. Ouais, mais même pas juste après la séance dure et après la course, plutôt le soir ou le lendemain même. L'idéal c'est de faire une séance si on veut faire de l'étirement, c'est de le faire à part dans la semaine. Ah oui, ok. Vraiment avoir une plage dédiée aux étirements. Je pense. Pour moi, quand je le fais, c'est plutôt ça, quoi. Est-ce que parfois tu pratiques la sieste quand tu as le temps? En stage, un petit peu. Sinon, en semaine. Tu vois un effet bénéfique? Enfin, est-ce que tu vois une différence quand tu as su faire une sieste? C'est compliqué de comparer parce que je la fais que en stage et donc en stage je travaille pas. Je suis quand même moins fatigué. C'est vrai. Et en semaine j'en fais jamais parce que j'ai pas le temps et même le week-end en fait
C'est la course parce que j'entraîne aussi les petits, donc je vais voir les petits en compète, puis c'est moi, puis il fallait faire les courses, faut nettoyer, il y a je sais pas, il y a plein de trucs que ça n'arrête jamais quoi. Ou même en week-end. Est-ce que parfois tu cours de la musique ou jamais? Avec de la musique, en courant jamais. 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 T'as jamais essayé, t'aimes pas? Avant, quand j'ai commencé à courir, j'en mettais. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, je l'entendais pas. Je l'écoutais même pas parce que je pensais à autre chose. Et donc au final, je me dis, je me concentre plus sans musique. Et non, je me dis, c'est le moment où il n'y a vraiment pas de musique, pas de bruit. Moi, je trouve que si tu mets de la musique, après, tu deviens un peu dépendant de vouloir avoir de la musique pour Ah, courir. peut-être aussi, ouais. Et du coup, moi, j'en ai jamais non plus. Non, jamais, j'en mets à d'autres moments. Enfin, en voiture, j'en mets tout le temps et tout. Donc à ce moment-là, j'ai pas envie d'en mettre. Et moi, la musique, c'est quelque chose que j'aime bien vraiment écouter. Enfin, c'est pas un truc que je mets en. C'est pas un bruit de fond. Ouais. Pour moi, c'est pas ça la musique. Enfin, c'est pas comme ça que je l'écoute. J'aime vraiment écouter. Et donc en courant, je n'y pense même plus. Donc je la mets pas quoi. Puis je sais bien, mettre des écouteurs, c'est jamais non plus idéal pour la Louis. Donc je me dis si à chaque fois, tous les jours, 1 heure, je mets ça dans les oreilles en plus. Ou alors, faut pas mettre fort. Ouais, mais alors je la mets pas quoi, t'entends rien. Moi, comme j'aime bien entendre vraiment la musique, qu'est-ce qu'il dit, ce qu'il raconte et tout, bah ça sert à rien, donc j'en mets pas. Et puis une fois que t'as l'habitude. Moi, la seule exception, c'est les ultra trails, parce que là, à la fin, en fait, ce que je fais, c'est que. Et tu peux mettre de la musique en ultra trail? Oui, tu peux. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Enfin, même les pros, ils en ont des écouteurs. Mais moi, là, vraiment, c'est sur la deuxième moitié de course où je mets de la musique pour essayer de couper la monotonie, quoi, parce que à un moment donné, c'est tellement long que ça fait du bien, juste mentalement, je sais pas, d'avoir un rythme, tu vois. Et... Ouais, je comprends, parce que là, c'est quand même long et à un moment, là, je peux comprendre. Ouais. Mais c'est quand tu cours max 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a pas forcément besoin, quoi. Est-ce que tu utilises Strava? Non. Non. Je l'ai utilisé 2 fois quand il fallait faire j'ai pu mettre des pas pour une association, je sais pas quoi, là. Je l'ai allumé, ouvert 2 fois, mais non. Je me suis dit, oh non, sinon j'ai encore perdu du temps avec ça. Ouais, c'est vrai que... Donc, je fais jamais, non, je suis même... Non. Qu'est-ce que la course t'a appris sur toi? Question philosophique, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Est-ce que tu penses que tu serais différent sans la course? Ouais, ça c'est sûr quand même. Ça ouvre quand même... Allez, ça m'a quand même permis de... ça fait rencontrer quand même plein de gens de tout niveau... Enfin, de... Tout des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés. Que j'ai jamais connus, quoi. Quand tu pars en stage, tu rencontres... c'est quand même beaucoup de Français, parce que ça parle français, c'est plus facile. Mais des gens que tu n'aurais jamais connus, que tu vois parfois en stage 2 semaines, tu découvres et puis tu vois plus jamais. Ouais. Mais voilà, tu les as rencontrés. Je suis parti courir en Angleterre. J'ai rencontré plein de gens qui parlaient anglais. Bon, j'ai très du mal avec l'anglais, mais voilà, tu essaies de te débrouiller un petit peu. Good pace. Ça m'a permis de... Ouais, en fait, ça t'oblige aussi à... tu cours, quand les gens te regardent, quand c'est une grosse course, t'es regardé un petit peu, quoi. Donc ça, avant, jamais, quoi. Ça m'a obligé un petit peu à... Après, est-ce que, justement, t'es pas tellement dans ta bulle que... Oui, t'y penses pas. Tu oublies les gens qui sont sur le côté. Ça, c'est clair, t'y penses pas. Mais après, tu vois parfois des vidéos et tout, tu te dis, ah ouais, quand même... Alors que pas forcément... ce que tu recherches quand tu commences la course, mais ça s'impose aussi. Et ça te permet du coup de t'ouvrir plus facilement, parler plus facilement. Ouais, tu as un état d'esprit différent. Enfin, ça t'apporte un état d'esprit différent, je pense. Et puis, c'est vrai que ça, je pense, c'est pas vraiment la course qui m'a apporté, mais ça t'apporte quand même de la discipline, de la rigueur. Oui. Mais ça, je l'avais quand même déjà bien avant. J'ai toujours eu. Un sens de l'effort. Ouais, je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu faire de la course à ce niveau-là aussi. Parce que j'ai su comme ça, un peu perfectionniste et
Ça a toujours été comme ça, donc ça c'est. Mais avec la course, ça s'est encore plus, peut-être encore plus développé. Moi, je pense que j'aurais pas pu être, j'aurais été moins bon dans les études si j'avais pas fait du sport, je pense, que si ça avait été, si ça avait pas été le cas, quoi. Je pense moi je pense pas. Non? Non, je pense que ça n'aurait rien changé pour moi, ça. Moi, j'ai vraiment senti une différence Ouais. parce que, au début, j'étais pas forcément, j'ai toujours été sportif, mais c'est à peu près vers 16 ans où j'ai commencé à courir tous les jours. Et là, c'était un peu le mode de vie qui changeait. Et à partir de ce moment-là où il y a eu un peu plus de discipline dans ma tête, j'ai senti vraiment que ça a changé, que ça a apporté quelque chose de différent. Ok, ouais. Non, moi c'est dans l'autre sens. Je pense que j'ai toujours été comme ça et que c'est grâce à ça que la course à pied ça a bien été en fait, aussi. Okay. Ça a été aussi et pas l'inverse quoi, parce que déjà avant de courir, oui, ça allait, les études c'était déjà. Maintenant, on va passer à la rubrique questions punch. Donc, c'est des petites questions où tu peux donner des réponses courtes, où il y a soit un choix, ou tu vois. Ok. Pour toi, quelle est la plus grosse limite, le corps ou le mental? Je l'ai dit pour moi parce que en fonction des gens ça peut ce varier. Que tu connais. Moi c'est. Oh. Moi je dirais quand même le corps pour moi. Le corps? Ouais. Il est plus facilement limité que le mental? Ouais, je pense. Je pense parce que. Ouais, une blessure, c'est le corps, quoi. Mais je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Il y en a, c'est clairement le mental. Hein. Ouais. Fractionné ou footing long? Footing long, c'est ça? Ouais. C'est quoi comme type de fractionné? C'est toi qui choisis ce que tu veux. Le fractionné que tu préfères, entre le fractionné que tu préfères et un footing long. Le fractionné que je préfère alors, fractionné au seuil. Double seuil, non? Ouais. Ça. Enfin, ou même un simple, hein, quand il y a que ça, un peu seuil. Simple, c'est cool aussi. Route, piste ou trail? Ah, ça reste la piste. Hein. La piste. Carbone ou minimaliste? Sur route, je cours en carbone. Non, mais je veux dire, d'un point de vue de ta sensation. Sensation, moi, les spikes, ça représente un peu plus quand même du minimaliste, on va dire. Ouais. Donc plutôt minimaliste alors. Après, j'en mets pas souvent à part les spikes, quoi. Oui, juste pendant Mais les je me sens mieux en compétitions. spike, quoi. Tu fais des entraînements spike? Quand je prépare un cours sur piste, ouais, parce qu'une fois j'ai fait un 10 000 pistes, je n'en ai pas mis avant dans la prépa, mon mollet était en feu à la course. Donc maintenant quand je prépare piste... pour habituer... Ouais. Pas tout le temps, mais quand c'est les séances rapides, ou alors quand je fais des 100 ou des 200, il faut aller à fond, quoi, là, ouais. À choisir, étirement, oui ou non? Oui, c'est pas mauvais, donc oui. Mais pas obligatoire, quoi. Et ça dépend du moment. Ouais, ça dépend si tu sens plus de raideur ou... Selon la sensation de chacun, mais c'est surtout le moment, faire attention au moment où on le fait, quoi. Ouais. Pas le faire au mauvais moment. Sommeil, nutrition, étirement, kiné, si tu devais donner ces éléments du plus important au moins important? Pour la course, hein. Ouais. Sommeil, nutrition, étirement, kiné. Je vais dire... Je vais quand même dire d'abord nutrition. Si on parle vraiment global, quoi, de faire n'importe quoi précis, quoi. On ne parle pas que de détails nutrition, mais du coup nutrition, parce que si on mange gras tous les jours, là c'est la cata. Sommeil, kiné, puis étirement. Ok, donc étirement le moins important. Ouais, parce que le kiné il t'étire, il fait plus que ça en plus. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même chose?
Ouais. Aucun regret? Non. Si, j'aurais pu commencer à courir plus tôt, dommage. Tu penses non, que c'est comme ça, si c'est tu avais comme ça. commencé plus tôt, Je sais pas. tu aurais un autre niveau? Peut-être pas à notre niveau maintenant, mais peut-être ce serait arrivé plus. Non, c'est bien comme ça. C'est comme ça que ça devait être. Et voilà. Demain, tu vises quel temps à Valenciennes? Je suis moins prêt, je pense, que quand j'ai couru à Valence il y a 2-3 mois. Ouais. Parce que j'ai pas fait de séance aussi spécifique. Maintenant, le 5 km de la semaine passée m'a quand même rassuré. T'as fait 14,07? 14,07. Si je repasse sous les 29, je pense que je serais déjà très content. Parce que ça veut dire que je confirme sous les 29. Ouais. Maintenant, ouais, passer sous les 29 serait vraiment bien. Maintenant, voilà, si je suis en 29, entre 29 et 29,10, Ouais. ce sera bien, quoi. Et puis, si je suis en plus de 29,10, c'est pas grave. Je serai un peu déçu, mais c'est pas grave. Je sais que je suis pas hyper prêt non plus, comme j'étais à Valence, donc voilà, ce sera pas non plus une grosse déception, quoi. Oui, t'as pas trop d'attentes sur cette. Le record, non, j'y crois vraiment pas. Et maintenant, voilà, si je suis en dessous de 29, je serai déjà content, je pense. Le parcours, il est comment? Il est un peu relativement plat. Ouais. Il faut faire gaffe qu'il est plutôt plat au départ, donc on a tendance à démarrer fort vite, Ok. parce que ça démarre un peu en descendant. Sinon, on passe une fois au départ dans le centre, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a plein de gens. Et la partie difficile, c'est le 7-8, je crois, ou 8-9, je sais plus. Ah, c'est comme à Lille en fait. Hmm. C'est comme à Lille plus ou moins. Ouais, mais l'île, c'est parce qu'on est dans le parc, là, ça Ouais. monte un peu, ça c'est très dur. Là, ce qui est dur, c'est qu'il y a c'est un canal, je pense. Ok. Et on va dans un sens du canal et on vient dans l'autre. Donc là, c'est vraiment tac-tac. Et s'il y a du vent, là, on le sent. Et il n'y a pas grand monde, c'est un peu vide à ce moment-là. Et c'est le moment où on commence à être un peu seul, quoi. Donc, Ok. c'est Mais le moment un peu compliqué. Sinon, ça reste plat? Ouais. Ouais. Sinon, c'est quand même un parcours assez rapide. Ouais, ok. Si tu pouvais me donner un livre qui a marqué ta vie et une personne qui a marqué ta vie. Moi, le livre que j'ai adoré, c'est Nymphéas Noir. Nymphéas Noir? Ouais, c'est de Michel Bussy. Ok, je connais pas. En fait, c'est l'histoire sur un village, en fait. Et on a l'impression qu'il y a une seule histoire qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'il y a une histoire avec tous des personnages. Mais c'est un peu bizarre. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres et tout. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est l'histoire d'une seule personne. Et on voit ces 3 vies en une histoire, en fait. D'accord, c'est un peu intriqué. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il y a des trucs bizarres, on se dit mais comment ça se fait qu'il réagit comme ça c'est un roman? Ouais, c'est un roman, c'est ouais. pas une biographie? Non, ou- c'est un roman. Ouais. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, autobiographie, je lis pas beaucoup ça. Non? Non, je lis plus des romans. Et une personne qui a marqué ma vie. C'est pas obligé quelqu'un de connu, hein. Non, c'est quelqu'un qui t'a marqué. Ouais. Moi, c'est ma prof de latin grec en 5e, 6e au collège, à l'école. Ok. Parce qu'elle était hyper intéressante en cours, très très rigoureuse. Elle m'a vraiment appris La à être discipline. rigoureux, discipliné. Donc vraiment pour la course à pied, ça, Ouais. c'était vraiment ça. Et vraiment, elle était hyper intéressante en cours. Ouais, elle était... Ouais. Pour terminer, je souhaiterais encore te remercier parce que hier tu as perdu ton grand-père et tu as quand même Ouais, pas tout. accepté de maintenir le podcast, donc c'est tout à ton honneur. Merci à toi et à ton grand-père, paix à son âme. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue ainsi sans blessure et... Que les temps continuent à s'améliorer. Ouais, mais surtout que le plaisir soit toujours là. Ouais. Tant qu'il sera là, ça ira. Voilà, ouais. Surtout sans blessure, quoi, parce que ça... c'est le plus ennuyant. Non, mais voilà, continuer. Courir avec plaisir, et voilà. Merci Grégoire, rendez-vous demain à Valenciennes. Bah ouais, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner. C'est ce qui permet au podcast de se développer. Et si jamais vous souhaitez participer ou que vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à me contacter.
C'était Louis Delattre. À bientôt.